Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette première conférence Iségoria du cycle 2012. Toute l'équipe... Toute l'équipe 2012 est très heureuse et très fière donc, de commencer ce cycle en recevant donc, Cédric Lapiche, célèbre réalisateur. Donc, ma tâche en tant que président ce soir, c'est de résumer ou de présenter votre parcours brièvement. Je vais essayer donc de m'appliquer à cet exercice en essayant de souligner le côté atypique et singulier de votre parcours. En effet, vous êtes apparu dans le paysage cinématographique après avoir suivi 2 ans de classe préparatoire littéraire, Cagne et Hippocagne, spécialité philosophie, où vous avez côtoyé les grands auteurs et vous avez appris les subtilités de l'argumentation philosophique. Puis là, un virage. Alors, je ne dirais pas un virage à 180 degrés, mais tout de même un virage, puisque vous décidez de vous engager sur la voie du cinéma et vous vous mettez en tête de passer le concours de l'enseignement IDEC, nouvellement FEMIS, une des écoles de cinéma françaises les plus prestigieuses et les plus réputées. C'est ainsi que votre passion, votre principal centre d'intérêt, devient votre objectif numéro 1 dans la vie, devenir réalisateur. Malheureusement, ce parcours qui paraît tout tracé connaît un petit ralentissement, puisque vous échouez à la porte de ce concours auquel vous n'êtes pas reçu. Vous inscrivez alors, vous rebondissez. J'étais obligé de le mentionner. Vous rebondissez alors en vous inscrivant donc en faculté, à Paris 3 puis à Paris 8, où vous suivez une maîtrise de cinéma. Vous côtoyez donc les grands auteurs, les grands cinéastes, et vous apprenez l'histoire du cinéma. Ayant retenté une seconde fois le concours de l'IDEC, que vous échouez une nouvelle fois. Cependant, vous rebondissez encore, et puisque la porte est fermée, vous décidez de passer par la fenêtre. En effet, vous allez parvenir à vos fins sans passer par les sentiers tout tracés du cinéma institutionnel qui formate les esprits et mortifie la créativité. Nous sommes alors en 1982. Vous décidez alors, comme certains pourront dire une traversée du désert, mais pour vous qui est une bouffée d'oxygène et un vrai voyage initiatique, de partir aux États-Unis, étudier 2 ans à la faculté de cinéma de New York. Vous obtenez un diplôme. C'est alors que vous ouvrez à une nouvelle culture, ce qui est très important pour vous. Vous rencontrez des nouvelles personnes, vous enrichissez. Et vous participez à la réalisation de vos premiers courts-métrages en tant que chef opérateur, notamment votre premier essai de cours en 1984 avec Glamour toujours. Et cette expérience à l'étranger inspirera sans nul doute votre personnage de Xavier, célèbre personnage de l'auberge espagnole, ce jeune étudiant en sciences économiques et sociales qui décide de quitter le quotidien parisien, qui est une vraie gangue pour lui, dans lequel il est plongé. Et grâce à ce film, l'auberge espagnole, vous devenez le réalisateur, ambassadeur de toute une génération, qui sont aujourd'hui trentenaires, la génération Erasmus, qui bénéficia de ce dispositif pour sillonner l'Europe, faire des rencontres et briser toutes les barrières culturelles et politiques, ces personnes étant rassemblées autour d'un même idéal de partage, d'amitié et de découverte, et souvent, il faut le mentionner, de débauche. À votre retour en France, vous avez pris un peu de plomb dans la tête et vous avez des souvenirs et des projets aussi en milliers dans vos poches. Vous travaillez alors comme électricien sur des longs métrages. Vous faites connaître du milieu grâce à votre court-métrage « Ce qui me meut » en 89, qui deviendra d'ailleurs le nom de votre maison de production. Et le succès alors d'Éden sonnait à votre porte. Et là s'enchaînent les films et les succès, puisque 2 ans plus tard, le téléfilm que vous aviez réalisé pour Arte, Le Péril jeune, devient un long métrage, à l'affiche duquel on retrouve Romain Duris, votre acteur fétiche, et Vincent Elbaz, qui tourneront plusieurs films avec vous par la suite, notamment Romain Duris, avec les suites de L'Auberge espagnole, Les Poupées russes, et bientôt un autre film. Vous mettez en scène le film adapté de la pièce de théâtre Un air de famille, qui reçoit plusieurs Césars, dont le César du meilleur scénario, et il enregistre environ 2,5 millions d'entrées. Puis, je continue l'énumération des succès, je suis bien obligé. Vous réalisez donc le film qui est le plus charismatique de votre œuvre, L'Auberge espagnole, en 2002, qui réalise un total de 3 millions d'entrées. Cette comédie sociale raconte les déboires de ce jeune Xavier, qui est incarné par Romain Duris, qui, par le truchement des échanges Erasmus, part étudier en Espagne, tout particulièrement à Barcelone, et y vit des aventures et des expériences tant nombreuses qu'insolites, avec des étudiants venus du 4 coins du monde. Et cette Europe que décrit Xavier, j'ai tout particulièrement souligné la phrase qu'il dit dans votre film, L'Auberge espagnole. « Je suis français, espagnol, anglais, danois, un mais plusieurs, je suis comme l'Europe, je suis tout ça, je suis un vrai bordel. »
Ce film remporte donc un franc succès. Cécile de France obtient le César du meilleur espoir féminin en 2003, et ceci engage votre succès en tant que cinéaste. Puis là, je fais un saut vers le film qu'on vient de diffuser juste avant votre conférence. En 2010, une nouvelle comédie sociale, Ma part du gâteau, avec Karine Viard et Gilles Lelouch, qui nous intéresse tout particulièrement puisque son thème parle de la finance. Et donc ce film constitue le dernier jalon posé à cette magnifique carrière qui est truffée de nombreux succès et qui vous inscrit dans le patrimoine cinématographique français. Alors, en ayant voulu être exhaustif, je pense que j'ai oublié de mentionner plusieurs de vos courts-métrages, excusez-moi, mais je crois qu'on peut facilement, avec ce parcours et ce tableau que j'ai dressé, saisir votre personnalité et vos orientations principales. Ce qui vous meut et ce qui vous intéresse, ce qui est digne selon vous d'être filmé et d'être projeté à l'écran. Pour finir, j'ai remarqué une phrase que je trouve très marquante et qui résume bien votre conception du cinéma. Je lutte contre le cinéma qui n'est pas artisanal parce que le cinéma d'hypermarché ne m'intéresse pas. Par votre éclectisme et votre talent, Cédric Klapisch, vous nous avez montré que vous êtes un réalisateur divertissant, sentimental, qui porte un regard essentiel sur notre société, au point qu'on puisse dire de vous que vous êtes un cinéaste sociologue, puisque vous portez en tant qu'observateur, vous portez un regard assez acerbe sur notre jeunesse et sur les mouvements de fond qui agitent le corps social. Voilà donc, entre autres raisons, pourquoi nous souhaitions vous inviter. Je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. J'en profite pour remercier Lucille Pietz, une ancienne membre de l'année dernière, sans qui vous n'auriez pas pu venir. Je remercie également Frédéric Sénard qui réalisera les extraits vidéo que nous allons projeter. Et avant de céder la parole à Laurent Noël, le parrain de l'association, je vous propose de visionner ensemble un petit montage que nous avons réalisé pour remettre en tête à l'auditoire les images de vos films pour que nous puissions ensuite entamer la discussion. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. N'oublions pas qu'il a 18 ans, il est plein d'une énergie débordante, qui a besoin à la fois d'être canalisé, mais libéré en même temps. Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos? Le jeune? Jusqu'à là, j'avais toujours préféré être seule, mais là, j'avais trouvé une famille. J'ai tout de suite adoré cet endroit. Italian, German, Danish, English, espagnol. J'ai repensé à toutes les filles que j'avais connues, avec qui j'avais couché ou même que j'avais seulement désiré. Je me suis dit qu'elles étaient comme des poupées russes. On est curieux de savoir qui sera la dernière. On recherche tous la perfection. Mais bon, c'est pas sûr que ça existe. Bonsoir à toutes et tous et bonne année, il n'est pas trop tard. Merci d'être venus ce soir en nombre pour assister à une nouvelle conférence Iségoria qui accueille un invité prestigieux puisque vous comptez parmi les réalisateurs français les plus connus et reconnus. Comment tenter de définir le cinéma de Cédric Klapisch ? Depuis une soixantaine d'années, on a coutume de situer les films français entre les deux pôles de la comédie et du film d'auteur. Présentation synthétique mais qui estompe en réalité une diversité de propositions. Ainsi, contrairement à ce que l'on pourrait penser, est-ce que vous pourrez laisser penser un regard rapide sur votre filmographie, votre propos et la forme que vous lui donnez ne sont réductibles totalement à aucun de ces deux genres.
Au premier, vous empruntez une présentation cocasse des situations, laissant à vos personnages le sentiment d'être piégés, les doigts dans le pot de confiture, en décalage avec l'image qu'ils souhaitent donner d'eux-mêmes. Ainsi de Juliette Binoche, dans Paris, assistante sociale qui quitte prématurément son rendez-vous, après avoir invoqué un problème personnel, laissant à la personne convoquée, un SDF, le soin de retourner au sien, que l'on imagine bien sûr multiple et pour le moins aussi urgent. Mais le comique ne dure jamais longtemps, car vous faites osciller le spectateur entre des sentiments contradictoires. Vous adoptez en effet un angle comique pour traiter de situations qui le sont moins. En ce sens, vous vous rapprochez cette fois du film d'auteur, souvent orienté vers des préoccupations contemporaines, d'individus pris dans une tourmente personnelle et ou économique qu'ils gèrent mal, aux prises avec leur mal-être et leurs angoisses. Mais à l'intériorité du film d'auteur classique, entre guillemets, vous opposez la mise en abîme des personnages, relativisant les situations. Les vies décrites ne sont que les fragments d'une grande fresque sociale qui dépasse un cadre étroit pour s'ancrer dans des sphères englobantes. La ville, l'Europe, le monde. Les vies se croisent et parfois se mêlent, mais vos héros restent dominés par leur solitude, jamais totalement adaptés à la situation, toujours en léger décalage. Une solitude cependant moins subie que positivée. Ainsi de Karine Viard, dans la scène finale de Ma part du gâteau, qui, enfermée dans la fourgonnette de police tente d'immobiliser ses amis en la ceinturant, éclate soudain de rire face à l'incongruité de la situation. C'est aussi un sursaut de liberté qui pousse Romain Duris à reprendre le contrôle de sa vie en fuyant l'objectif qu'il avait mis 2 ans à atteindre, c'est-à-dire devenir cadre au ministère de l'économie en charge des questions européennes. Revoyons l'extrait. Alors, en ce qui concerne les dossiers, il ne faut pas se tromper. Il y a les jaunes, les bleus, les rouges. Même chose pour le fichier informatique. Ils sont assez tatillons là-dessus à la Commission européenne. Ah, ça ne rigole pas. Hein. Faut de l'ordre. Hein. Chaque chose à sa place et une place pour chaque chose. Pas vrai, monsieur Bernard? Quel meilleur plaidoyer en faveur de l'Europe que votre film, Cédric Lapiche. Une Europe multiculturelle, enthousiaste, simple et directe. Angela Merkel l'a-t-elle vu? Dans le cas contraire, puisse la réalisation d'une copie dans la langue de Goethe voir rapidement le jour. Sous une apparente légèreté, vous construisez des personnages qui témoignent des contradictions qui nous agitent tous. Ainsi de la scène de Ma part du gâteau, où une mère et sa fille donnent du pain à des canards. Leur dialogue, ainsi que l'attitude finale de la mère, résument toutes nos ambiguïtés. Les petits en priorité. Quand je donne du pain aux petits, à chaque fois ils se font taper par les grands. Ouais, mais tu sais, les grands, ils arriveront toujours à tout bouffer. Hein. Ça, tu peux leur faire confiance. C'est pour ça qu'il faut que tu lises les petits en priorité. Mais pourquoi? On peut apprendre à se débrouiller. Bah, dis pas de bêtises. Si tu donnes pas aux petits, comment est-ce qu'ils vont réussir à se débrouiller et à devenir aussi forts que les grands? Ouais, mais ils se font taper, là, les petits, j'ai pas envie qu'ils se fassent taper à cause de moi. Mais qu'ils se font taper, là, les petits, Bon, écoute, tu fais ce que je te dis, tu donnes aux petits, puis c'est tout. C'est compris? Mais dis donc. Et puis quand c'est les petits qui disent aux grands qu'est-ce qu'il faut faire? Ambiguïtés qui ne vont pas sans susciter des conflits internes, dont vous relatez avec beaucoup d'humour la transformation par le subconscient des personnages. Ainsi des rêves de François Cluzet dans Paris ou de Romain Duris dans L'Auberge espagnole. Cette présentation décalée, qui rompt avec un rythme linéaire de la narration, semble une des constantes du style Clapiche. Vous jouez du rythme, accélérant ou ralentissant les images selon l'objectif poursuivi, avec éventuellement une voix off qui commente. Autre élément technique auquel vous apportez un soin particulier, la bande-son, avec des accords de musique qui viennent accentuer les émotions. Chers invités, vous l'aurez compris, vos films et la palette de sentiments qu'ils suscitent sont des moments précieux pour nous, public. Aussi, nous sommes vraiment très heureux de votre présence ici. Merci. Je ne sais pas si ça marche, ça, oui. Merci de tout ce que vous avez dit. Je trouve les montages extrêmement bien faits, je tenais à le dire, parce qu'on m'a dit, oui, vous allez voir, c'est super pourri, mais en fait, non. Donc, non, je trouve qu'il y a des raccourcis qui sont faits sur ce que j'ai fait, qui sont très bien faits. Parce que
En fait, moi, j'ai fait 10 longs métrages et c'est souvent difficile pour les gens de voir les choses qui reviennent et qui sont en commun dans les 10 longs métrages. Donc là, je trouve que au moins on voit des choses qui ressortent. Merci en tout cas. Merci à vous. Donc, on va procéder de la manière suivante. Donc, on a convoqué ici, enfin, elles sont venues de très bon gré. Hein. Donc, Sophie et Laura, qui sont des cinéphiles et qui ont donc préparé une série de questions à vous soumettre. Et puis ensuite, on réservera un temps, bien évidemment, pour l'assistante, pour pouvoir établir un échange avec l'assistance. Voilà. Donc, je ne sais pas qui commence, si c'est Sophie ou si c'est Laura. Donc d'abord, bonsoir, Cédric Lapiche. Alors d'abord, on aimerait revenir sur votre parcours que Pierre-Baptiste a évoqué. Vous avez fait prépa, vous avez fait Hippocagne-Cagne, et je pense que la majorité des étudiants dans cette salle ont aussi fait prépa. Et vous avez souhaité intégrer la FEMIS, qui est finalement la grande école du cinéma en France. Et vous êtes parti aux États-Unis. Alors est-ce que vous pensez que vous avez évité un formatage finalement en n'allant pas à la FEMIS? Alors, on m'a bien rappelé que je l'ai raté 2 fois, donc, et j'ai longtemps pensé que c'était ma malchance, et puis je pense maintenant que c'est ma chance en fait. C'est-à-dire que forcément, je l'ai raté donc en sortant du bac et 2 ans après, donc après la Cagne, j'ai fait le concours les 2 fois. Les 2 fois, je voulais vraiment l'avoir parce que, contrairement à ce qui a été dit, en fait, la digression, c'était l'Hippocagne-Cagne, c'était pas le fait d'aller faire du cinéma ensuite. C'est que moi, je voulais faire du cinéma et qu'effectivement, comme j'avais pas eu le concours à 18 ans, je me suis dit, plutôt que d'aller à la fac faire une chose, je vais plutôt faire quelque chose qui va être de l'ordre de la culture générale. Donc, j'ai été en Hippocagne dans ce but-là. Et puis, c'était pour moi vraiment une espèce de salle d'attente avant de revenir à ce que je voulais faire vraiment. Et donc, quand j'ai raté le concours, alors quand je l'ai raté à 18 ans, je me suis dit, bon, c'est normal, tout ça, je suis trop jeune. Mais quand je l'ai raté après avoir fait Cagne, où ceux qui ont fait Cagne ici savent à quel point on se sent intelligent en sortant de la Cagne. Et donc, c'était vraiment une énorme déception. J'avais vraiment l'impression que c'était pas juste. Enfin, je sais pas, c'est vraiment, je l'ai très très mal pris, quoi. J'avais l'impression que la vie s'arrêtait là, que je ne ferais jamais de cinéma. Enfin, il y a vraiment des longs mois où je me suis beaucoup remis en question. Donc j'ai été à la fac de cinéma à Paris. Là, pendant les 2 années où j'étais à la fac, j'ai grosso modo vu des films. C'est-à-dire que j'ai pas arrêté de voir des films. Je crois que j'en voyais jusqu'à 5 par jour. Et donc là, ça a été encore une fois une histoire de culture générale pour connaître le cinéma. J'avais des profs qui étaient super, notamment à Sancier, pour analyser ces films. Enfin, donc ça a été vachement utile. Et puis, je vois à quel point c'est utile encore aujourd'hui quand je fais des films. Et par contre, alors c'est vrai que j'avais passé 4 ans à théoriser, analyser, mais j'ai rien fait. Et donc, en sortant de là, je me suis dit, plutôt que de refaire encore une fois le concours, je me suis dit, il vaut mieux partir ailleurs. Donc j'ai essayé à Londres et aux États-Unis. Et puis j'ai été accepté à New York University, donc à l'école de cinéma là-bas. Et donc voilà, je suis parti là-bas et c'est vrai que ça a été une chance maintenant parce que je vois à quel point, certainement, si j'avais eu donc ce qu'était la FEMIS à l'époque, je pense pas que je ferais le même cinéma. Je pense qu'effectivement, le fait de partir à l'étranger, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur plein de choses. C'est vrai que l'auberge espagnole est directement inspirée de l'expérience que j'ai fait de partir à l'étranger. C'est-à-dire que moi, je l'ai transposé en Europe, mais le fait d'habiter dans un appartement avec plusieurs personnes à New York ou le fait de partir, de laisser ma famille, ma copine à l'époque. Et voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui se retrouvent dans l'auberge espagnole qui sont directement inspirées de ce que j'ai vécu. Et donc, oui, je pense que je ne ferais pas les mêmes films aujourd'hui si j'avais fait l'école française. Donc, dans ce sens-là, je ne sais pas si ça aurait été un formatage, mais en tout cas, j'aurais fait des films certainement plus comme les autres en France. Donc, je vais continuer en reprenant l'expression que Pierre-Baptiste a utilisée dans son discours. On vous qualifie souvent de réalisateur générationnel. Est-ce que vous pensez que ça passe par le fait de choisir souvent les mêmes acteurs pour vos films? Est-ce que vous pensez en fait qu'ils sont représentatifs en quelque sorte de leur génération? Oui, mais alors,
Moi, j'ai l'impression que quand on fait du cinéma, on cherche toujours ça, finalement. On cherche toujours à ce que les acteurs qu'on choisit soient représentatifs, à ce que les histoires qu'on raconte parlent aux gens de sa génération. Là, moi, finalement, ce qui est troublant, quand je fais l'Auberge espagnole, par exemple, je suis persuadé en faisant le film que ça ne va intéresser personne, parce que je n'avais pas conscience à l'époque où je fais le film que Erasmus, c'est un phénomène qui est important. C'est-à-dire que quand moi j'en parle, je me dis personne ne connaît ce mot Erasmus. C'était, je crois, 10 ans après l'existence d'Erasmus. Et quand le film est sorti, ils ont fêté le 1 000e étudiant Erasmus. Donc c'était quand même le début de quelque chose. Et moi j'ai choisi de parler de ça parce que c'était quelque chose dont on ne parlait pas. Parce que justement j'avais l'impression que personne ne connaissait le fait qu'on pouvait partir en Europe, tout ça. Donc c'est une sorte d'intuition qui fait que moi je parle de ça, puis ensuite je vois à quel point l'année où le film sort, c'est l'année de l'euro, en fait on passe du franc à l'euro, c'est l'année du 1 000e étudiant, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de convergences qui sont vraiment sociologiques, et je peux pas dire que ce soit de ma faute, enfin j'ai pas forcément... Vous avez prévu sans faire exprès en fait. Je l'ai pas fait exprès, ouais, mais il y a une espèce de convergence bizarre qui fait que voilà, on est en phase avec son époque, et que cette espèce d'intuition qui fait qu'on écrit sa petite histoire dans son coin, elle résonne plus que ce qu'on pense. Et que là, ça devient quelque chose qui est plus sociologique enfin voilà, c'est toujours un peu troublant de voir à quel point on est en phase avec une époque. Alors, est-ce que c'est volontaire ? J'en sais rien. Moi, j'ai l'impression que ce qui se passe dans ma tête, moi, où ma sœur a fait Erasmus à Barcelone, je vais la voir pendant une semaine et j'habite dans son appartement qu'elle partage avec 5 personnes qui sont chacune d'une nationalité différente. Je vois l'espèce de délire total de cet appartement, de cette colocation, où ça me fait juste rigoler pendant une semaine, où je vois ces gens-là qui ne se comprennent pas, qui en même temps vivent ensemble, qui en même passent du catalan à l'espagnol, au français, à l'anglais. Et je me dis, il y a une espèce de nouvelle génération qui ressemble à ce que moi j'ai vécu aux États-Unis, mais c'est autre chose parce que ça se passe en Europe et qu'il y a un truc qui se passe, et je me dis, il faut faire un film là-dessus. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé. Et puis ensuite, après, il y a le destin du film qui fait que c'est très troublant encore aujourd'hui pour moi de savoir qu'il y a 2 fois plus de personnes l'année d'après qui demandent à faire Erasmus. C'est-à-dire que le film joue réellement comme une publicité. En plus, le film a joué un rôle dans l'accélération du phénomène Erasmus. Complètement, ouais. C'est-à-dire qu'on me le dit encore aujourd'hui, puisque là, on m'a demandé de signer des papiers par rapport au fait que ça s'ouvre aux pays du sud de la Méditerranée, Erasmus. Enfin, en tout cas, ils veulent que ça s'ouvre au Maghreb. Donc on m'a demandé d'écrire un truc là-dessus. Il y a toute une série de choses où on me considère encore comme une espèce de diplomate d'Erasmus, ce qui me fait plutôt rigoler, quoi, parce que enfin voilà, encore une fois, il y a une concordance bizarre entre le film et ce qui s'est passé, quoi. On parlait des acteurs. Il faut savoir que vous apparaissez dans tous vos films. On appelle ça des caméos. Vous n'avez jamais voulu être acteur ? Non, disons que j'ai pris des cours d'acteur quand j'étais à la fac, quoi, quand j'avais 22 ans, et j'ai vite vu que j'étais pas bon. Donc, par contre, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce qu'il faut dire à un acteur pour l'aider. Donc voilà, moi j'ai l'impression que je sais ce qu'il faut dire à un acteur. De la même façon que je sais pas dessiner, mais je sais quoi dire à un dessinateur pour qu'il fasse un storyboard pour moi, par exemple. J'ai l'impression que je sais dire à un acteur qu'est-ce qu'il faut faire, et je suis pas un très bon acteur, quoi. Voilà. Alors, 2011 a été une très bonne année pour le cinéma français, puisqu'on a vu notamment les succès d'Intouchables, de Police, de La guerre est déclarée ou encore de The Artist. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous vous situez par rapport à ça ? Je suis bien obligé de reconnaître qu'il y a ce qu'on appelle le coffret des Césars, c'est-à-dire que quand on vote pour les Césars, on reçoit un coffret avec en général une centaine de DVD. Il y a à peu près 200 films français depuis, je crois, plus de 20 ans. Il y a ce chiffre bizarre de 200 films par an français, et il y en a à peu près entre 80 et 100 par an dans ce coffret pour nous permettre de voir ce qu'on n'a pas vu et tout ça.
Et là, cette année, le coffret est vraiment bon, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films à voir. En général, on a de la peine à trouver 3 films ou 5 films qu'on a envie de voir. Là, il y en a plein que j'ai ratés, que j'ai pas encore vus, et c'est assez rare. Donc, il y a effectivement une très très bonne année, qui n'est pas juste liée au fait qu'il y a eu du succès, parce qu'il n'y a pas juste les films qui marchent, il y a les films qu'on a envie de voir, ce qui n'est pas forcément toujours pareil. Et donc là, oui, il y a les films que vous avez mentionnés, et j'ai l'impression qu'il y a, en tout cas moi, ce que j'espérais depuis bien longtemps, parce que quand j'ai commencé dans le cinéma et que j'étais étudiant en cinéma, les profs de cinéma que j'avais à Saint-Denis notamment, nous parlaient de la mort du cinéma. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaétaient issus de la génération des cahiers du cinéma et qui, grosso modo, pensaient, parce que la nouvelle vague était un peu finie, que c'était la fin du cinéma. Quand vous êtes étudiant et que vous n'avez pas encore fait de film, ça vous donne vachement la pêche. Et donc, moi, je me posais la question de savoir est-ce que vraiment c'est fini, parce que je voyais bien qu'effectivement, par rapport à Godard, par rapport à Truffaut, il y avait une espèce de baisse de qualité. J'étais d'accord, donc je me disais est-ce que voilà, on est condamné à être moins bon, quoi. Et alors, je vais pas vraiment dire que le niveau est similaire au moment de la nouvelle vague, parce que la nouvelle vague est un vrai moment fort du cinéma français, mais en ce moment, il se passe des choses. Et je trouve qu'il se passe des choses parce qu'il y a de la diversité. Moi, je crois beaucoup au fait qu'on juge une génération de cinéma par la diversité. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, un des meilleurs cinémas, c'est le cinéma italien des années 60. Le cinéma italien, dans les années 60-70, est fort parce qu'il y a des grosses comédies, comme vous disiez tout à l'heure, ou des films d'auteur, ou des films poétiques, ou des films expérimentaux. Il y avait ça quand il y avait Pasolini, Fellini, Visconti, Antonioni. Enfin, il y avait un moment en Italie où il y avait une 50aine de réalisateurs qui étaient des gens qui faisaient soit des bluettes, soit ils faisaient des films comme Comencini, très sentimentaux, soit des films comme Toto, qui étaient de la comédie populaire pure. Et je pense qu'en France, il y a ça en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une époque forte, quoi. Et est-ce que vous pensez que c'est les modalités de financement du cinéma qui peuvent favoriser ce que vous décrivez comme étant une diversité ? Il y a ça, et puis il y a l'époque. Je pense que les années 70, c'est une époque forte. C'est-à-dire que quand vous regardez la musique, il y a des époques où, dans les années 70, il y a Jimi Hendrix, il y a Janis Joplin, enfin il y a tous les gens qui ont fait la culture rock, pop, les Doors, enfin tous ces gens-là. Et puis en 77, il y a le mouvement punk, il y a le reggae, il y a la new wave qui arrive 3 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce de richesse musicale. Quand vous êtes dans les années 80, c'est moins riche. Voilà, c'est-à-dire que vous apercevez que les gros courants musicaux qui sont encore forts aujourd'hui, le rap, il arrive au début des années 80, mais il y a beaucoup de choses qui se passent entre 70 et 82, quoi. Et c'est assez troublant de voir qu'il y a des époques fortes qui, du coup, fabriquent de la création. Donc je pense qu'il y a aussi, au-delà des trucs technologiques et tout ça, il y a aussi des choses qui se passent dans les époques, quoi. Et quand on est créateur, artiste, on est un peu victime de son époque. C'est-à-dire que d'une certaine façon, si on vit une époque molle, on va malheureusement faire des choses molles. Mais ça ne se juge que 20 ans ou 30 ans plus tard. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le savoir quand on le fait, quoi. Et on s'est demandé, par rapport au succès de The Artist, donc, qui est nommé aux Oscars, vous n'avez jamais voulu faire une carrière américaine ou internationale ? Non, disons que le fait de passer 2 ans à New York et de côtoyer beaucoup de gens qui sont devenus réalisateurs, enfin moi j'étais en classe avec Ang Lee, avec Todd Solondz, avec quand même des gens qui sont devenus des grands réalisateurs, Juan José Campanella qui a gagné l'Oscar du meilleur film étranger il y a 2 ans, qui est argentin. Donc c'est vrai que je me suis posé la question après la 2e année si je restais là-bas ou pas, et j'ai pas eu envie de rester. C'est-à-dire que je me sentais pas en phase avec ce qu'il fallait pour être un réalisateur américain. Je me suis senti très français quand j'étais là-bas. Donc j'ai eu envie de rentrer, ça m'a manqué la France. Enfin, il y a pas mal de choses que j'ai découvert en étant là-bas. Je me suis senti européen, bizarrement, c'est en étant à New York que j'ai compris qu'il y avait une identité européenne. J'étais copain avec un Russe, avec une Italienne, avec un Allemand, et je savais pas, avant d'aller à New York, qu'on avait des choses en commun. C'est-à-dire que, en fait, je voyais à quel point j'étais proche du russe, parce que je connaissais des chansons qu'il connaissait, parce que je connaissais la littérature russe,
beaucoup plus que les Américains la connaissaient. Et du coup, j'ai vu à quel point, il y a une identité qu'on ne sait pas qu'on a en Europe. Donc ce voyage a été utile pour ça. Et donc ça m'a donné envie de rentrer, de voir à quel point il y a des valeurs françaises que moi j'ai, qui sont... je vois à quel point je peux les développer, moi, ici, mais j'aurais du mal à être un réalisateur américain. Et donc c'est vrai que le rêve américain que j'ai pu avoir à cette époque-là, je me suis dit non, j'ai pas envie d'être comme ça. Donc j'aime beaucoup le cinéma américain, c'est une des choses qui m'a poussé à aller là-bas, mais je suis pas sûr de savoir faire du cinéma américain. Et vous produisez vous-même vos films, vous avez votre société de production, ce qui me meut. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution des modes de financement du cinéma et de ce lien grandissant finalement entre la finance et le cinéma ? Alors, en France, on a un truc particulier, c'est que c'est pas la finance et le cinéma. C'est aujourd'hui, disons qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est un vrai tournant, qui est le... je vais revenir un peu en arrière, parce que le financement du cinéma est quand même très particulier dans le monde. C'est-à-dire que si vous regardez les pays qui marchent dans le monde, il y a l'Inde, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a un peu ce qui se passe en Asie, à la fois en Chine, au Japon. Enfin voilà, il y a des poches de création cinématographique dans différents pays. Il y en a bizarrement en Iran. Enfin voilà. Mais la France est ultra particulière. Et grosso modo, les deux grosses cinématographies mondiales, c'est quand même, enfin, si j'exclus l'Inde, c'est la France et les États-Unis. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est quand même pas pareil que dans le reste du monde. Tout ce qui est européen, les Allemands, les Anglais, qui avaient une grande cinématographie il y a quelques années, l'ont plus. Les Italiens, pareil. Donc, il y a quelque chose de particulier en France. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une première chose qui est grâce à Malraux, je dirais, après la guerre. C'est-à-dire qu'il a fondé le CNC, donc le Centre national du cinéma, et avec le CNC, un certain nombre de modalités qui ont fait que, notamment le fonds de soutien, c'est-à-dire qu'il y a deux choses liées au CNC, à l'existence du CNC. Il y a le fonds de soutien et l'avance sur recette. L'avance sur recette aide au premier film, et le fonds de soutien, qui est la grande idée qui marche encore aujourd'hui et qui fait exister le cinéma français comme il est aujourd'hui, c'est le fait qu'à chaque fois qu'on va voir un film, il y a une taxe prélevée pour aider à la création des films qui vont se faire l'année d'après. Ce truc est un truc absolument génial, qui est totalement unique au monde, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre pays qui a ce truc-là, qui nous est reproché systématiquement par les Américains, parce qu'ils ne trouvent pas normal que quand on va voir Titanic, ça aide à la création en France, qui est assez logique. Mais en tout cas, heureusement qu'on garde ça, parce que ce qui fait qu'on a 200 films français par an depuis très, très longtemps, c'est ça. C'est grâce à ça. Donc c'est pas le monde de la finance, c'est une espèce de collecte mutualiste. C'est que c'est même pas une taxe, c'est même pas comme la redevance à la télé. C'est vraiment quelque chose qui fait que quand on va au cinéma, on aide à financer le cinéma. Donc c'est très différent de ce que nous reprochent les Américains, qui disent les Français sont des handicapés parce que c'est le gouvernement qui paye pour le cinéma. C'est absolument pas le gouvernement. Il y a très peu de films financés par le ministère de la Culture ou par le gouvernement lui-même. Ce système de financement, il est encore une fois mutualiste, et donc c'est pas tout à fait comme si il y avait des aides gouvernementales pour aider une industrie. Donc il y a ça. L'autre date importante, c'est ce qui s'est passé en 80 quand Mitterrand a été élu, que Jack Lang a été au ministère de la Culture. C'est qu'on a eu deux grands ministres de la Culture. Il y a eu Malraux et Jack Lang. Jack Lang arrive au moment où il y a l'explosion des chaînes de télévision. Je pense qu'ils ont eu l'intelligence, d'une part, de créer Canal+, d'autre part, de créer des obligations aux chaînes de télévision, qui, pour moi, définit toute la différence qu'il y a entre le cinéma italien et le cinéma français. C'est-à-dire que le cinéma italien s'effondre dans les années 80 et le cinéma français se relance, je dirais, dans la deuxième partie des années 80, parce que les chaînes sont obligées de donner de l'argent au cinéma. Et donc, aujourd'hui, ce qui finance encore le cinéma, c'est les chaînes de télévision. Et donc, moi, mes films sont pratiquement toujours financés par Canal+, et France 2. Enfin, moi, c'est ça. D'autres gens, c'est TF1 ou M6. Mais c'est vrai que c'est grâce à ces décisions politiques que le cinéma... enfin, les gens de ma génération, en tout cas, existent par rapport à des décisions politiques. Encore une fois, les gens politiques des années 80-90 en Italie,
on les connaît, ils s'appellent Berlusconi par exemple, c'est les gens qui ont tué le cinéma italien. C'est-à-dire qu'on peut le dire d'une façon assez claire, quoi. Donc, c'est assez fou à quel point le cinéma, la télévision en Italie a tué le cinéma et comment la télévision a fait vivre le cinéma depuis les années 80 en France. Donc aujourd'hui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on assiste à nouveau à un tournant, c'est-à-dire qu'il y a l'apparition d'Internet, le fait que Orange, à mon avis, dans les années qui viennent, va devenir plus important que Canal+, et que du coup il y a un transfert, il y a une vraie réflexion qui est faite sur comment Internet et comment les fournisseurs d'accès vont financer le cinéma, parce qu'à mon avis, c'est la logique, c'est que le transfert, exactement comme dans les années 80, le cinéma a été sauvé par la télévision. Là, Internet peut soit tuer, soit faire revivre le cinéma. Donc on va voir ce qui va se passer dans les années qui viennent. Je vois à quel point Orange a envie d'être un moteur dans le cinéma. Donc eux, oui, Free, non. Et visiblement, Free, ils ont juste envie de vendre des décodeurs, quoi. Et de pirater, donc d'aider au piratage. Donc il y a des logiques Internet qui sont exactement opposées, et c'est vrai que les enjeux financiers et donc créatifs du cinéma dans les années qui viennent, ils vont passer par ce genre de réponse. Donc il y a vraiment un regard très particulier à avoir sur comment le financement du cinéma va avoir lieu dans les années qui viennent, quoi. D'accord. J'avais prévu une question pour la fin, mais je vais peut-être la poser tout de suite. Il y a quelques jours, le FBI a fermé Mega Upload. Donc Mega Upload, c'était un site un peu emblème de notre génération Internet, donc où vous pouvez à la fois télécharger et visionner des films sans payer, et des séries d'ailleurs. Et cette fermeture avait pour but affiché de protéger la diversité culturelle, c'est ce qu'il disait. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, puisque vous êtes concerné quand même au premier plan par ce genre de fermeture, du projet à la fois d'aide à la création et notamment d'une licence globale qui viserait, comme par exemple Deezer ou Spotify font avec la musique, à rémunérer les artistes au prorata du visionnage? J'ai longtemps pensé qu'il ne fallait pas le faire, et je pense aujourd'hui que c'est la seule solution. Parce que dans le cinéma, disons que le piratage tel qu'il existe aujourd'hui permettait encore à l'industrie de vivre. Là, avec l'augmentation des débits dans tous les pays, je pense que dans 5 ans, on peut dire que si on continuait avec le piratage qui a lieu aujourd'hui, donc l'augmentation du piratage chaque année, il n'y aurait plus d'industrie possible, parce que c'est lié c'est même très différent d'ailleurs. On a souvent comparé la musique et le cinéma par rapport à ça. C'est très différent pour la musique et le cinéma, parce que les budgets ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que pour écrire une chanson ou pour sortir un album en musique, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. Pour un film, vous avez besoin d'1 million d'euros pour faire un film pas cher. Et je sais pas, les Sherlock Holmes, je crois que ça vaut entre 100 et 150 millions de dollars. Donc si vous voulez continuer à pouvoir financer des films qui ont ce genre de prix, enfin entre 1 million d'euros et 150 millions d'euros, il faut forcément avoir un système qui préfinance le film et qui n'est pas gratuit dans l'usage qu'on en fait. Donc ça, c'est compliqué de résoudre cette question-là, parce qu'on a tous envie qu'Internet soit gratuit et d'avoir accès à tout, aux photos, aux films, facilement. Mais je pense effectivement que là, l'industrie musicale, j'ai l'impression qu'elle est en train de se stabiliser avec iTunes, Spotify, tout ça, qu'on va aller vers ça absolument invariablement avec les films. Donc, je pense que c'est un peu obligatoire. On va vers ça, quoi. Ouais. Alors, toujours à propos d'Internet, on assiste en ce moment à l'émergence d'une nouvelle génération de vidéastes qui utilisent donc Internet comme moyen de diffuser ses vidéos. Norman donc, fait des vidéos avec lequel vous allez, je crois, réaliser un documentaire. Et puis aussi Kian Kojandi dans Bref, qui est diffusé sur Canal+. On a réalisé un petit montage qui compare l'auberge espagnole et Bref, qu'on va peut-être diffuser maintenant. Voilà, c'est le site Mega Upload qui...
Bref, ça faisait un moment que je cherchais du boulot. Un soir, j'ai craqué. J'ai envoyé 257 emails copier-coller à toutes les entreprises pas trop loin de chez moi. Je me suis dit, quitte à faire chier, autant que ce soit tout près. Il y en a un seul qui m'a rappelé. Je sais plus pour quel boulot c'était, mais j'ai répondu très sincèrement. Ah, ça serait un véritable honneur d'intégrer votre équipe. J'ai raccroché. J'ai tapé le nom de la société sur internet. C'était soit une maladie vénérienne, soit une branche de l'ONU, soit des mecs qui louent des photocopieuses. Des mecs qui louent des photocopieuses. J'avais tout bien préparé. J'avais fait mon CV. Dans la case loisirs, j'avais mis que j'aimais bien le kayak. J'avais jamais fait de kayak, mais j'aimais bien les mots qui s'y dans les deux sens. Il a fallu que je me renseigne à ma fac sur les échanges universitaires européens. Ça s'appelle Erasmus. Et c'est un bordel innommable. Vous patientez, s'il vous plaît. Vous demandez qui est Erasmus. J'ai regardé sur internet parce que je sais pas non plus. Et très franchement, j'ai pas bien compris. Pour aller vite, je crois que c'est une sorte de voyageur hollandais vers 1500. Pour m'inscrire à un VEA en Espagne, ça m'a pris 3 mois. C'est au bureau à côté. Vous allez voir le collègue à côté. Là, j'en viens à Erasmus. Bonjour, c'est pour une demande de dossier Erasmus. Vous avez votre fiche d'inscription? Voilà, donc en fait, moi j'avoue que quand j'ai vu les premiers épisodes de Bref, c'est ce passage-là de l'auberge espagnole qui m'est tout de suite venu à l'esprit. Est-ce que vous pensez que vous les avez influencés, ces nouveaux vidéastes, et notamment en termes de montage? Oui, puisque Kian le dit, donc j'imagine que c'est vrai. J'en ai pas encore parlé avec lui, j'aimerais bien justement en parler avec lui. Mais oui, alors en plus, moi j'avais lu un article où il le disait, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Mais c'est vrai qu'en voyant les deux extraits l'un à côté de l'autre, c'est drôle. Après, ce qui est drôle, c'est que moi aussi j'étais influencé par des gens. Donc il y avait une émission à la télé d'Antoine Decaune qui s'appelait Les Enfants du Rock, où il avait une façon de parler extrêmement rapide. Et je m'étais inspiré de ça. Dans l'auberge espagnole, il y avait l'émission Paris dernière où il filmait, enfin il continue d'ailleurs à filmer Paris en accéléré, tout ça. Donc il y avait des choses comme ça qui moi m'avaient influencé. Donc voilà, mais c'est vrai que, alors pour parler de Norman, il y a un projet de documentaire avec un ami à moi et on doit le faire. Donc on l'a pas encore fait, mais on doit se rencontrer pour le faire. Mais c'est vrai que cette génération de gens qui travaillent sur Internet, alors c'est vrai que ça fabrique par contre maintenant un nouveau langage. C'est-à-dire que là, je vois à quel point moi, d'ailleurs, je le réutilise, puisque donc je suis en train d'écrire le 3e épisode de l'auberge espagnole et des poupées russes. Ça va s'appeler Casse-tête chinois et je termine dans 2 jours l'écriture du scénario, si j'y arrive. Et donc, je suis censé tourner en septembre-octobre. Mais c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est que moi aussi, je réintègre le fait qu'il y a ça dans Bref et qu'effectivement, c'est la même façon de s'exprimer. C'est-à-dire que moi, du coup, ça me fait gamberger sur la nouvelle écriture, même si c'est un peu différent au niveau stylistique, mais c'est intéressant de voir comment chacun s'influence finalement. Ouais. Vous inspirez mutuellement. Ouais. Et est-ce que vous pensez que le cinéma justement va se démocratiser, et notamment en termes de matériel, puisque Ma part du gâteau a été tournée en partie avec des réflexes Canon, donc des appareils photo qui font aussi donc la fonction vidéo. On voit ici que sur Internet, c'est pareil, on utilise du matériel beaucoup plus facile. Parfois, ça fait des images beaucoup plus dynamiques. Est-ce que vous pensez que ça va évoluer dans ce sens, le cinéma? Le vôtre, en tout cas? Oui, parce qu'en plus, c'est ça qu'on voit quand on parlait des films de cette année. Il y en a quand même 2. Il y a Police et La guerre est déclarée, qui sont des films faits avec des Canon, avec ces nouveaux appareils photo, qui, du coup, je pense qu'il se passe quand même un peu la même chose qu'au moment de la nouvelle vague, où il y a eu des caméras plus légères. C'est-à-dire que ce qui a permis à Godard d'aller faire À bout de souffle, c'est qu'il y avait des caméras qui étaient sorties, des caméras qui étaient plus légères, des films qui permettaient de filmer en lumière du jour, alors que ce n'était pas forcément le cas dans les années 50. Cette évolution technologique amène une autre façon de parler, et qu'effectivement, l'usage de ces appareils photo, maintenant il n'y a plus que Canon qui fait ça, puis il y a une évolution, c'est-à-dire que Canon sort un caméscope maintenant, donc il y a encore une nouvelle technologie, disons, qui arrive. Ça va démocratiser énormément la façon de faire du cinéma. De la même façon que maintenant tout le monde a un appareil photo, je pense que tout le monde va avoir une caméra ou a déjà maintenant une caméra, et que du coup, moi je vois à mes enfants, j'ai 3 enfants, il y en a un qui a 13 ans, il fait des films avec un appareil photo. Donc
forcément, moi qui voulais faire du cinéma, tout ça, et j'ai commencé à faire du cinéma à 25 ans, mon fils qui en a 13, il a déjà fait des films. Donc c'était fou pour moi, en étant étudiant en cinéma, il a fallu que j'attende 25 ans avant de me dire oui, je sais faire des films. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on peut se le prouver à 15 ans, quoi. Donc forcément, ça va complètement révolutionner, même je pense, les créateurs, la façon de faire les films, les budgets, enfin ça va changer beaucoup de choses. Vous parliez tout à l'heure du fait que vous vous sentiez français et aussi européen quand vous êtes parti aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez maintenant de la crise de l'Union européenne, la crise de l'euro? Est-ce que vous croyez toujours en cette Europe? Oui, parce que je pense que c'était même bizarre qu'il n'y ait pas plus de crise avant, moi je dirais. Moi, au moment où le film est sorti, parce que j'ai beaucoup parlé de l'Europe, tout ça, on m'a demandé de venir à Bruxelles, donc je ne sais pas si Angela Merkel a vu le film, mais en tout cas beaucoup de députés européens l'ont vu. Et c'était drôle d'aller à Bruxelles, parce que moi, l'auberge espagnole que j'avais décrit de cet appartement à Barcelone, je peux vous dire que quand vous allez au Parlement européen à Bruxelles, c'est une super auberge espagnole, quoi. Je ne sais même pas comment ils arrivent à bosser, quoi. Quand vous avez les Grecs, les Hongrois, les Allemands, les Italiens, tous les opposent. Et rien que le système de traduction, vous allez dans la cabine de traduction et où chacun essaie d'entendre ce que l'autre dit avec son langage. Et c'est pas que son langage, c'est sa culture. C'est-à-dire que forcément, entre un Grec et un Suédois, ils pensent pas la même chose, quoi. Donc l'Europe, c'est ça. Moi, je disais en rigolant au moment où le film sortait, l'Europe, c'est les États désunis. Parce que je pense sincèrement, on est un espèce de peuple schizophrène, quoi. C'est-à-dire que le fait qu'on ait plein de langages, et on voit bien d'ailleurs avec ce qui se passe en Hongrie, là, il n'y a pas seulement le fait que les Hongrois parlent une langue bizarre, c'est qu'en ce moment, je veux dire, c'est une langue qui n'est pas partagée par plein de gens, et puis là, il y a un vrai problème politique qui se passe, de savoir est-ce qu'un pays qui n'a pas la même politique peut continuer à faire partie de l'Europe de la même façon. Donc il y a plein de questions qui se posent. Donc moi, je ne sais pas répondre à cette question, on va voir dans les années qui viennent, mais par contre, je sais qu'on n'est pas pareil que les Asiatiques et on n'est pas pareil que les Américains. C'est la seule chose que je sais. Et par contre, on a aussi des choses à partager. Donc il y a des choses qui nous séparent, et notamment les langues, parce que par contre, on a beaucoup de langues. Et on voit bien en Belgique, c'est quand même rigolo que le pays de l'Europe, la Belgique, déjà, ils ne s'entendent pas entre eux, quoi. Donc voilà, il y a vraiment un problème d'union qui se pose, et soit on arrive à le résoudre, à mon avis, dans les 5-10 ans qui viennent, soit oui, ça explose et puis ça revient comme c'était avant. Et donc justement, l'auberge espagnole, c'était un peu confiné à l'Union européenne. Les poupées russes, donc la suite, ça allait jusqu'en Russie. Et on peut supposer qu'avec le titre donc, du troisième, c'est-à-dire le casse-tête chinois, on va encore un peu plus loin. Est-ce que vous pensez que c'est symptomatique de quelque chose, peut-être d'un nouvel état d'esprit Oui, parce que moi j'ai l'impression, c'est évidemment pas pour rien que j'ai fait cette trilogie en ouvrant de plus en plus le cercle. Donc j'avais choisi, en fait, quand j'ai pensé à un deuxième épisode, je m'étais dit soit la Turquie, soit la Russie. Dans les deux cas, c'est deux pays qui posent des questions à l'Europe. La Russie fait partie de l'Europe d'une façon géographique, mais par contre, elle ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc je me disais que c'était intéressant d'aller là pour essayer de poser des questions à l'Europe et d'essayer de pousser les frontières. Et puis là, effectivement, ça va s'appeler casse-tête chinois. Et contrairement à ce que vous pensez, ça ne va pas se passer en Chine, ça va se passer à New York, à Chinatown. Donc l'idée, c'est de dire que là, maintenant, le monde est partout. Et puis, on est dans l'époque qui a créé la mondialisation. Ça, par contre, on a vraiment les pieds dedans. Et c'est un phénomène ultra spécial. C'est unique dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que le fait qu'on se sent citoyen du monde ou qu'on gère des problèmes mondiaux, c'est maintenant. C'est-à-dire que ce n'était pas il y a 20 ans. Donc ça, moi je me dis en observant le monde dans lequel je vis, la mondialisation c'est un phénomène actuel et qui n'est pas que la mondialisation des marchandises. C'est-à-dire qu'en général quand on parle de mondialisation, on parle du fait que les objets voyagent. Moi je parle plus du fait que les gens voyagent et comment il y a aussi
des idées et des idées humaines qui voyagent et qui deviennent mondiales. En ce moment, on voit bien que l'environnement, c'est un problème mondial. Donc voilà, ça pour moi, c'est quelque chose qui caractérise notre époque. Juste avant la conférence, on a présenté Ma part du gâteau, donc un nouveau film qui parle du monde économique. Donc on voit Gilles Lelouch, qui est un trader amoral, donc qui fait fermer une usine, qui est peu soucieux de son fils, face à Karine Viard, qui joue une femme de ménage, qui elle est courageuse et qui est révoltée, qui est engagée. Et notamment la dernière scène du film, on voit Karine Viard, qui s'appelle notamment France, donc le prénom est bien évidemment symbolique, qui se retrouve dans le fourgon de police avec tous ses camarades de l'usine que Gilles Lelouch a fermé, qui la soutient. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez un peu forcé le trait à ce moment-là sur ce monde-là, finalement, de l'économie ? Allez demander aux gens chez Le Jabi si j'ai forcé le trait. Non. Non, je crois que... Enfin, ou si France, moi je peux vous en citer beaucoup. Les gens de chez Total que j'ai côtoyés à Dunkerque, moi je peux vous dire que ça faisait pas rigoler de les côtoyer. Non, je pense que juste on les connaît pas, ces gens-là. Et donc on ne se rend pas compte de leur réalité. La réalité que je décris, elle est bien en dessous de la vraie réalité. Des deux côtés, du côté des traders et du côté des gens qui travaillent dans les usines. On m'a souvent dit que j'étais caricatural dans le film. Je ne suis pas du tout caricatural. Je suis en dessous de la caricature. Moi, je me suis beaucoup documenté sur ce film de façon à pas mentir. Et j'ai été obligé de baisser d'un cran dans les deux camps, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, le monde est caricatural. C'est vrai que quand vous regardez la vie de Liliane de Bettencourt et la vie de quelqu'un qui travaille chez Le Jabi ou chez Sifrance aujourd'hui, oui, cette réalité, elle est caricaturale. Oui, on peut pas. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai choisi d'en rire, mais d'une certaine façon, il y a rien de drôle là-dedans. Donc voilà, dans ce film-là, j'ai voulu parler de ça. Ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que le film est bizarrement plus actuel maintenant que quand le film est sorti il y a presque 2 ans maintenant, enfin 1 an et demi. Vous avez vu le discours de Hollande, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, il ne parle que de ça. Il dit son ennemi, c'est ça. Donc je ne sais pas si c'est un dingue, mais en tout cas, voilà, je trouve ça étonnant que son programme de campagne, c'est de dire, voilà, il y a un ennemi aujourd'hui, et effectivement, ce n'est pas une personne, c'est pas un trader amoral, je pense qu'un trader aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte des effets de ce qu'il fait, et que c'est pas de sa faute. Moi, c'est pas de dire c'est de la faute à Gilles Lelouch, c'est juste qu'il y a un système qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, et il faut le dire. Le credo de DNCA, c'est un peu de former des managers responsables, c'est ce qu'on nous enseigne en tout cas. Donc pour vous, c'est plutôt dans cette voie-là qu'il faut aller. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu, parce que je trouve que c'est bien de parler avec des gens et que l'histoire de la responsabilité, c'est quelque chose d'important. Parce que moi, je me suis évidemment, vous pouvez imaginer, beaucoup battu avec des gens, notamment les gens qui m'ont donné des informations. Il y a des gens de la BNP, de Natixis, des gens haut placés, disons, qui, quand ils ont vu mon film ou quand ils avaient lu le scénario, ils étaient outrés que j'ai pu écrire un truc comme ça. Et je leur dis, mais allez dans les salles des marchés et parlez avec les gens. C'est-à-dire que je pense qu'eux-mêmes, quand même ils sont dans le métier, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils créent. Et donc, c'est quand même pas un hasard s'il y a une opposition aujourd'hui entre le monde politique et le monde de la finance. Parce que c'est pas que Hollande, quoi. Sarkozy, finalement, là, il est bizarrement en train d'essayer de mettre la taxe Tobin. Obama, il a voulu le faire, il a bien compris qu'il n'avait pas complètement la possibilité d'aller jusqu'au bout de son discours. Mais il y a cette opposition, c'est-à-dire que ce thème-là de la responsabilisation de la finance, parce qu'on ne peut pas juste dire, je crois que c'est dans l'IB ce matin, où je voyais une réponse au discours d'Hollande d'un financier, et où il disait, oui, quand même, on est obligé, alors c'était sur la question de savoir si une banque devait garder les 2 branches, et privée, et enfin, comment on dit, le fait que ce soit une banque de guichet et puis une banque privée. Le fait de séparer les 2 choses, elle n'est pas anodine. C'est-à-dire que moi, je comprends à quel point ça fait gagner de l'argent d'avoir une connexion entre les 2 choses, mais par contre, la crise financière de 2008 et la crise financière récente prouvent à quel point c'est dangereux.
je pense qu'on ne peut pas juste continuer comme ça en payant des milliards les gens qui font des erreurs. Ils ont fait des erreurs, ils n'ont jamais vraiment reconnu. Donc, moi, j'ai l'impression que là, il y a vraiment quelque chose à dénoncer, quoi. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un système qui ne marche pas. D'une certaine façon, je trouve, quand j'ai parlé avec des gens de la finance dernièrement, et notamment quand ils n'étaient pas contents après avoir vu ma part du gâteau, il y a quelque chose comme le procès de Nuremberg, quand on voit les nazis après la guerre qui disent on ne savait pas. Eh ben, aujourd'hui, je crois qu'il faut savoir. Je pense qu'il faut ouvrir les yeux sur les dommages et les drames personnels que ça crée. De simplement cliquer sur un truc et de ne pas savoir où ça mène, quoi. En fait, vous avez... Pardon. Cela dit, dans le film, vous introduisez un personnage dans la salle de marché. À un moment donné, il y a une réunion entre le héros, Gilles Lelouch, et puis son assistante. Et il y a un troisième personnage qui est décrit comme étant l'humaniste. Enfin, je ne sais plus si c'est le terme que vous utilisez. Ouais. Donc il y a une forme de responsabilité qui existe à ce moment-là. Mais alors, est-ce que ça, c'est une situation que vous imaginez, ou est-ce que c'est issu de votre travail documentaire, où on vous a relaté des scènes avec des divergences de vues sur la conduite à tenir ? Non, c'est quelque chose que j'ai créé pour pouvoir filmer là-bas. Quand je vous dis que j'ai baissé la réalité, c'est parce qu'un trader humaniste, les deux mots font rire tout le monde là-bas. Il n'y a pas de trader humaniste parce qu'on ne peut pas être humaniste. Le but, c'est de gagner de l'argent, donc d'être un requin. On dit, oui, un bon trader, c'est un requin. C'est pas quelqu'un de gentil. On ne peut pas être gentil. Donc, c'est une question de savoir comment on peut être humaniste, parce que moi, j'ai l'impression qu'on est obligé d'être humaniste. C'est-à-dire qu'on est au service des gens, quand même. Qu'on soit banquier ou qu'on soit prêtre, on est quand même au service des gens. Donc, il y a un moment où, effectivement, la finance, elle est en opposition, parce qu'elle est... quand on crée les subprimes, on le crée pour qu'il y ait des gens qui soient perdants. On ne le crée pas pour... parce que les gens qui ont créé le subprime ont dit oui, c'était quand même pour que les gens aient accès à la propriété et tout ça, qu'on a créé ces produits dérivés, tout ça. L'effet, il est directement inverse. Ça a mis dehors les gens, ça n'a pas créé, ça n'a pas aidé les gens à avoir accès à la propriété. Donc, il y a un effet des gens, sur les gens. Et donc, il y a un moment où, effectivement, il faut savoir ce qu'on fait. Et moi, j'aurais adoré voir les gens qui ont créé les subprimes qui sont en prison. Je trouve que ça serait logique. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'ils ont fait comme dégâts, je trouve que ce serait logique qu'ils payent. En même temps, à la fin, vous êtes sans concession avec Gilles Lelouch. Enfin, je me souviens plus de son nom dans le film. Steve. Voilà, Steve. Ouais. Steve, puisqu'il est poursuivi par les ouvriers de l'usine et on ne sait pas ce qu'il advient de lui. Oui. Il y a une inquiétude à ce niveau-là, et sans concession à ce niveau-là, et sans concession aussi au niveau de la petite amie de Steve, puisqu'à un moment donné, Steve a la tentation d'intervenir pour empêcher que France soit appréhendée. Et là, vous utilisez un lexique, puisque Mélodie dit non, laisse, il faut qu'elle paye. Et donc ce terme-là, vous l'avez choisi à dessein ? Bien sûr. Ouais. Non, parce que vous savez, quand vous côtoyez des ouvriers, moi j'en ai côtoyé les gens des Continental, donc les gens de Total et tout ça. Quand les gens, vous côtoyez des ouvriers qui sont des gens qui ont 50 ans, 60 ans, ils ont travaillé 30 ans dans la même entreprise, ils sont virés du jour au lendemain. C'est-à-dire théoriquement, une Total, quand ils ont viré les 250 personnes à Dunkerque, ils sont censés, selon la loi, prévenir les gens quelques mois à l'avance. Ils sont illégaux, c'est-à-dire que personne leur reproche ça, quoi. C'est-à-dire que, donc, dans ce cas-là, quand vous voyez l'énervement dans lequel sont les gens qui sont virés, vous dites oui, il y en a qui payent pour les autres, et Total, qui est une des entreprises qui marche le mieux en France, ne paye pas. Enfin, c'est ce qui se passe, puisque personne n'est là. Les Continental, il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas eu d'indemnité, donc. Quand vous regardez la réalité sociale, vous vous dites, et puis c'est pas une histoire d'une entreprise qui fait faillite, c'est que du coup, l'argent n'a pas été réparti parce qu'il y a un manque de productivité de cette entreprise. Là, c'est une entreprise qui fait des bénéfices et qui se permet d'être illégale et qui se permet de faire payer les gens qui n'ont pas d'argent. C'est là où ça devient totalement absurde, quoi. Donc, moi, c'est vrai que dans ce film-là, j'ai eu envie de dénoncer ça.
parce qu'on est dans un moment qui est quand même particulier, où on vient de subir 2 crises financières qui ont des conséquences sociales et humaines. Et on a eu une discussion avec Gilles Lelouch, parce que moi, dans ma responsabilité de réalisateur, quand je choisis la fin de ma part du gâteau, je choisis d'avoir une fin qui n'est pas consensuelle et qui ne fait pas plaisir, parce que j'aurais pu terminer comme Pretty Woman, ou j'aurais pu terminer... en fait, avec Gilles Lelouch, on a parlé d'Intouchable. Dans Intouchable, finalement, vous avez un scénario qui n'est pas très éloigné sur le fait de parler de l'opposition entre 2 mondes, quelqu'un qui est très riche et quelqu'un qui est issu de la banlieue, et les 2 mondes se côtoient, et c'est pas très très différent de ma femme de ménage et de ce trader. Sauf que dans un cas, il y a une fraternité, dans le film Les Intouchables, et que ça se termine sur une sorte d'amitié entre eux, et que du coup, ça fait des entrées. Et moi, je termine pas pareil, et bon, ça fait 1 million d'entrées, j'ai pas à me plaindre, mais je vois à quel point ça fait moins plaisir, et ça fait grincer, mais moi, c'est ma responsabilité d'une part, je suis de gauche, j'ai des valeurs politique, et j'ai envie d'avoir un discours. Donc c'est vrai que quand je fais ce film-là et que je choisis cette fin-là, c'est par rapport au fait que je me dis non, j'ai pas envie de dire ils vont devenir amis à la fin. C'est qu'en ce moment, je fais le constat de l'époque dans laquelle on vit, je me dis non, les gens de Le Jabi ne sont pas amis ni avec le gouvernement ni avec les gens de la finance. Donc voilà, c'est juste un constat. Moi, j'avais envie aussi dans ce film de dire on vit dans une époque où la virtualité gagne beaucoup par rapport à la réalité. J'avais envie de dire la réalité est plus importante que la virtualité. On reprochait à la nouvelle vague, à Godard et à Truffaut, leur manque d'engagement. Est-ce que vous constatez, en tout cas c'est ce dont vous témoignez, est-ce que vous constatez qu'il y a un retour dans l'engagement, que le cinéma peut être une tribune pour des idées politiques ? Oh oui, ça c'est sûr, ça l'a toujours été. Après, on choisit sa dose. Moi, je me sens pas comme un réalisateur engagé comme d'autres. Ken Loach l'est beaucoup plus que moi. D'une certaine façon, Guédiguian l'est plus que moi. Mais je pense que chacun choisit sa dose. Il y a effectivement des gens qui se placent du côté du divertissement enfin voilà. Donc sur c'était Godard qui disait ça. Il disait le cinéma peut être un oubli du monde, et soit c'est un oubli du monde, soit au contraire c'est une fenêtre sur le monde. Donc c'est toujours intéressant de savoir de quel côté on se place, quoi. Oui, en fait, le film est sorti avant Occupy Wall Street, mais ce que vous racontez, c'est un peu l'histoire du 99% et du 1%. Oui, c'était très troublant de voir qu'un an plus tard, il y avait un concept qui a été inventé, cette opposition. Enfin, quand les gens d'Occupy Wall Street ont dit « on est les 99%», c'est l'idée de France. Moi, j'appelle le personnage France parce qu'elle est 99% de la France. Et donc, c'est assez drôle de voir qu'effectivement, il y a des résonances dans la réalité qui en tout cas, moi, me font plaisir. Vous avez anticipé, encore une fois... Ouais, alors mais c'est pour ça que ça me fait plaisir, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui fait que... d'une certaine façon, moi, quand le film est sorti, les gens disaient la crise financière est finie, la crise sociale est à peu près rétablie, et donc ce film ne parle plus de rien. Donc quand le film est sorti, il y avait un peu ce discours-là. Finalement, voilà. Ça a un peu changé depuis. Ouais. Bon, écoutez, je crois qu'on va pouvoir passer aux questions du public. Voilà, alors des micros vont vous être proposés dans les travées. N'hésitez pas à lever la main pour vous signaler. Bonsoir. Moi j'avais une question plus sur le cinéma. Vous avez dit tout à l'heure 10 longs métrages. Et comment en fait comment se passe le procédé en fait de fabrication ? Vous partez d'une idée et puis ensuite le scénario se met en place et vous l'écrivez vous-même. Enfin, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des tendances générales sur vos 10 films ou vous avez procédé différemment sur certains films ? Voilà, tout à l'heure on disait que vous étiez un réalisateur sociologue. Vous partez d'une idée comme ça, de faits réels, ou des fois ça vient plutôt de... Voilà. Le départ, c'est l'intuition. Donc l'intuition, c'est être en phase, alors d'une part avec effectivement des choses qu'on observe, et puis des choses qu'on ressent ou des choses qu'on a envie de faire. Il y a une grande diversité dans les 10 films que j'ai faits, parce que
peut-être c'est un film que j'ai mis 5 ans à écrire, avec 2 scénaristes. On a eu des problèmes de financement, il a fallu que je fasse Chacun cherche son chat et Un air de famille en attendant de trouver le financement, parce que personne ne voulait mettre de l'argent sur le film. Donc du coup j'ai fait autre chose, et donc j'ai attendu 5 ans avant de faire ce film. Donc j'ai écrit le scénario de façon discontinue pendant 5 ans, et L'Auberge espagnole j'ai écrit en 15 jours. Donc, et puis il n'y a pas complètement de rapport entre le temps passé et le résultat. Donc L'Auberge espagnole, c'est une histoire étrange, parce que j'étais en train de préparer Ni pour ni contre, qui était un film, alors pareil, j'ai mis à peu près 1 an et demi à écrire le scénario avec les 2 mêmes scénaristes que Le Péril jeune et Peut-être. Et puis il a fallu que j'attende un technicien pendant 5 mois. On voulait pas faire le film sans qu'il soit présent, et donc du coup j'avais pas envie d'attendre 5 mois alors que le scénario était prêt, on avait déjà tout, le casting, tout ça. Donc je me suis dit, plutôt que d'attendre 5 mois, je vais faire un autre film. Et donc je me suis dit, peut-être qu'en 5 mois j'ai le temps d'écrire et de tourner quelque chose. Et puis Romain avait 27 ans, je me suis dit, j'avais cette idée donc issue de ce que j'avais vécu chez ma sœur, là, où je m'étais dit, j'aimerais bien faire un film sur un étudiant avec le Erasmus, tout ça. Romain, il avait 27 ans, je me suis dit, c'est un peu la dernière année où il peut jouer un étudiant. S'il a 29 ans, je suis pas sûr que ça sera très crédible et tout ça. Donc j'avais envie que ce soit lui. Enfin, il y avait toute une série de choses qui faisaient que je me suis dit, ok, c'est le moment de faire ça. Et puis j'ai écrit en 15 jours, j'ai préparé le truc en 2 mois, et on a tourné en 2 mois. Et donc 5 mois plus tard, j'étais au début du tournage de Ni pour ni contre, et puis j'ai fait les 2 montages l'un après l'autre. Donc c'est des choses comme ça où c'est compliqué de savoir pourquoi on fait quelque chose, parce que c'est des sommes de... Moi j'avais envie de faire tourner Romain, j'avais découvert Cécile de France, je m'étais dit tiens, ce serait bien qu'elle joue la Belge. J'avais envie de faire un casting un peu international, donc c'est une boîte à désir quand on fait un scénario. C'est-à-dire qu'on se dit voilà, j'ai envie de faire ça maintenant. Là, je m'étais dit je ferais un 3e épisode pour après L'Auberge espagnole et les poupées russes, et puis je pensais le faire dans 2-3 ans, et puis à un moment je me suis dit non, c'est maintenant, il faut le faire maintenant. Pourquoi, j'en sais rien. Est-ce que je me trompe, j'en sais rien. Donc je devais faire un autre film avant, et puis finalement je me suis dit non, je vais intervertir, je vais plutôt faire ce film maintenant. Et puis on est obligé de marcher au feeling, quoi. C'est assez bizarre, et donc puis il y a des fois où par exemple moi quand j'ai fait Ni pour ni contre, j'avais envie de faire un film noir qui était en référence au film noir américain de l'époque de Ultime Razzia, ou Quand la ville dort, enfin toute cette époque-là des films américains des années 40, 50. C'était en référence au film de Melville. Puis quand je l'ai fait, il n'y avait pas beaucoup de films de braqueurs en France à cette époque-là. Il y a des films policiers, mais il n'y avait pas de films de braqueurs. Donc je m'étais dit, tiens, ce serait bien de faire ça. Puis bon, sur le moment, le film n'a pas beaucoup marché. Et par contre, c'est un film, à mon avis, qui a laissé des traces, parce qu'il y a plus de films de braqueurs, et il y a des films comme Mesrine, comme les films d'Olivier Marchal, ou voilà, je pense que ça a aidé à relancer une espèce de genre cinématographique. Et donc, même s'il y a un film qu'on fait qui marche pas, j'ai l'impression que quand on fait les choses d'une façon un peu entière, ça sert toujours, quoi. Donc, il n'y a pas juste le résultat des entrées. Il n'y a pas le temps qu'on passe à faire un scénario, il y a aussi voilà, ce qui sort d'un film. Donc je réponds un peu d'une façon anarchique à votre question, mais c'est vrai que chaque film est quand même très très différent, et parfois là, sur ma part du gâteau, j'avais envie de faire travailler Karine Viard, donc je suis parti sur elle, en me disant qu'est-ce qu'elle pourrait jouer. Je me suis dit tiens, ça fait longtemps qu'elle n'a pas joué une ouvrière, alors qu'elle est issue d'un milieu populaire. Je me suis dit ce serait bien qu'elle joue ça. Donc presque une des premières idées, c'est ça. Puis je me dis c'est quand même révoltant ce qui se passe en ce moment, je voudrais parler de ça. Donc du coup je me renseigne sur le monde de la finance, sur les ouvriers licenciés, tout ça. Donc presque à chaque fois c'est une histoire différente, et il y a quelque chose qui fait que ouais, faut suivre son instinct, je sais pas. Une autre question.
Bonjour, tout à l'heure vous nous parliez à propos des Césars, vous disiez qu'il y avait des films qui marchaient et d'autres moins, et que c'était pas forcément un gage de qualité, mais est-ce qu'il y a des films en 2011 qui vous ont plus marqué que d'autres, enfin, ou pour lesquels vous avez eu un coup de cœur et qu'on a nous moins connus Il y a ceux qu'on a dit, parce que c'est vraiment ceux qui sortent. Je trouve que Police, La guerre est déclarée, Intouchable, The Artist, c'est vraiment des films qui sortent, en étant alors vraiment des films avec une identité particulière. Il y a L'Apollonie, qui est un film, j'aime pas tout dedans, mais c'est un film qui ressort. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette année Ouais, je sais pas si j'en oublie, mais c'est encore une fois ce que je trouve qui ressort, c'est pas un film, c'est la diversité des films, parce que il y a vraiment sur la méthode de fabrication ou sur le film grand public ou pas grand public, il y a vraiment des choses voilà, il y a pas un style de film qui sort cette année, il y a vraiment des films, quoi. Je sais pas si je réponds à votre question. Bonsoir. Vous avez je suis là. Okay. Vous avez un peu parlé de Ni pour ni contre tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est un film qui est un peu à part dans votre filmographie, parce que j'ai l'impression que dans la majorité des films que vous faites, vous prenez des gens ordinaires et des situations ordinaires, et puis vous mettez une loupe là-dessus, vous grossissez, et puis vous en faites un film. Et finalement, dans Ni pour ni contre, vous prenez des gens qui sont des hors-la-loi, qui sont des gens anormaux, justement. Ouais. C'est le seul film que vous avez fait comme ça, et du coup, je me demandais si ça vous avait plu, au contraire, si, parce que vous n'avez pas recommencé l'expérience, vous avez eu une mauvaise expérience à ce propos, et si vous envisagez de reprendre justement des personnages plutôt anormaux, ou si finalement votre envie, c'est justement uniquement prendre des gens normaux, des situations comme tout le monde, et puis d'en faire un film, et finalement ça touche le plus grand nombre. Alors, il y a plusieurs façons de répondre à votre question. C'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que Ni pour ni contre est vraiment un film à part, parce que j'ai fait une tentative, mais j'ai l'impression que les 10 films que j'ai faits sont des tentatives. À chaque fois, j'essaye d'aller un peu dans une direction différente, et puis ça me dit un peu qu'est-ce que je dois faire pour le prochain. Enfin, ouais, je sais pas si ça me dit vraiment des choses, mais bon. Là, j'ai eu l'impression que j'allais trop loin dans Ni pour ni contre, parce que là, le public m'a dit on comprend pas pourquoi il va par là, quoi. C'est-à-dire que pour moi, ça me fait réfléchir. J'avais vu un article de Woody Allen qui parlait de ça quand il a fait Intérieur, par exemple, qui est un film qui est assez différent de tout ce qu'il a fait avant et après, où il s'est dit j'ai été trop loin. Il a fait un film bergmanien, un peu psychologique, qui était presque pas drôle du tout. Et du coup, les gens se sont dit mais pourquoi Woody Allen fait un film pas drôle, très introspectif, tout ça. Et c'est vrai que quand on va voir un film de Woody Allen, on a envie de rire, on a envie qui est le Woody Allen qu'on a envie de voir. Et j'avais lu cet article, ça m'avait beaucoup frappé, parce qu'il parlait du fait que quand on est un réalisateur, quand on commence à avoir fait plus de 5 films, en fait, à partir du moment où on fait des films qui marchent, on se crée une espèce de prison qui est l'attente des spectateurs par rapport à ce qu'on sait faire, ou par rapport à ce que les gens aiment chez vous. Du coup, moi, j'ai toujours envie d'aller ailleurs, mais il y a quand même cette réflexion sur le fait que si je vais trop loin, les gens ne me suivent pas, quoi. Donc, c'est assez compliqué de répondre à cette question. Parce que moi, j'ai toujours un peu envie d'ouvrir la porte et de ne pas rester dans une case où je sais ce que les gens attendent de moi. Puis moi, j'ai l'impression que plus j'en fais, plus j'ai des tics. Donc, j'essaye de ne pas m'enfoncer dans des tics. Donc, j'essaye toujours de me pousser à faire autre chose. Et donc c'est compliqué de faire ça quand on a géré pas juste un film, mais l'évolution de plusieurs films. Et c'est vraiment la question du renouvellement, et je trouve qu'il y a des réalisateurs qui y arrivent bien. Par exemple, moi, Kusturica, qui était un des auteurs que je préférais de ma génération, celle d'avant, là pour moi j'ai l'impression qu'il ne fera plus jamais un film qui va m'intéresser. C'est-à-dire qu'il a lâché l'envie, ou je sais pas, il y a quelque chose qui fait que il y a des gens qui pour moi sont talentueux, et puis parce qu'ils lâchent l'envie d'explorer des choses, finalement ils se répètent, et du coup c'est moins intéressant qu'au tout début. Enfin moi les quelques films qu'il a fait, les 3-4 premiers films, je trouve ça génial, et puis après ça tourne en boucle. Donc c'est une question qui est particulière pour un réalisateur, de savoir voilà, comment on avance, comment on se renouvelle, comment
comment on est en phase ou pas avec un public, parce qu'il y a aussi la question du vieillissement là-dedans. Moi, je vois à quel point des gens comme Kurosawa, comme Huston, à 80 ans, ou Hitchcock, vieux, ils faisaient des films encore jeunes, c'est-à-dire que leurs derniers films sont presque leurs meilleurs films, et qu'il y a plein de réalisateurs, donc on ne peut pas dire ça. Donc ça aussi, ça me fait réfléchir sur le fait que Hitchcock, par exemple, il a fait ses meilleurs films, c'est pas au début de sa carrière, c'est aux 3/4 de sa carrière, je trouve. Donc ça, c'est intéressant de voir ça, de voir que donc pour répondre un peu plus précisément par rapport à ce que vous disiez sur les personnages normaux ou pas, moi c'est vrai que je sais que j'aime bien partir de la normalité. J'ai souvent dit qu'un des guides pour moi c'était Pérec, ce qu'il faisait en littérature, il parlait de l'infraordinaire, Pérec, que j'aime bien cette notion-là, j'aime bien le fait de prendre des gens très ordinaires et de se dire pourquoi quelqu'un d'inintéressant est extrêmement intéressant. Ou pourquoi une situation banale, une fille qui va chercher son chat, va devenir intéressante. Alors que moi, si on me dit ça, ça me fait chier. Donc c'est d'aller dans le banal et d'essayer de tirer dans le banal qu'est-ce qui est intéressant dans le banal. Plutôt que, enfin, ce que disait Pérec, il disait, moi, je préfère le train qui ne déraille pas au train qui déraille. C'est-à-dire que le train qui ne déraille pas m'intéresse plus. Et je trouve que ça, c'est une notion super intéressante parce que c'est pratiquement l'opposition entre le cinéma américain type Titanic et puis ce que je fais, quoi. C'est-à-dire que effectivement la croisière Costa, elle est intéressante aussi avant que ça se passe, quoi. Donc voilà, il y a deux façons de voir le monde. Il y a soit quand il y a la grosse catastrophe, soit quand il y a la catastrophe ordinaire, on va dire. Donc c'est vrai que moi j'aime bien observer ça. Mais c'est vrai que dans Ni pour ni contre, j'essayais de prendre des gens extraordinaires et d'essayer de voir qu'est-ce qui était normaux chez eux. De faire, enfin moi ce que j'avais beaucoup aimé dans Les Affranchis de Scorsese, c'est que ces mafiosi, c'est des gens, ils les traitent aussi d'une façon super normale. Ils font des pâtes dans leur cuisine et ils ont des problèmes avec leur maman. Et, enfin, ça c'était drôle, je trouve, dans les Affranchis. Avant que le micro n'arrive, je me permets un commentaire. En fait, ce que vous nous dites, c'est que finalement, ce qu'on recherche, c'est la définition d'un style, parce que le style, ça permet d'être identifié par un public, ça permet de s'assurer une sorte de fidélité, et en même temps, la punition du style, c'est l'enfermement. Parce qu'il y a quand même de très grands artistes, parce que finalement ça transcende la question du cinéma, cette question du style. Il y a quand même de très grands artistes ailleurs, je pense par exemple en musique, quelqu'un comme David Bowie, puis dans le cinéma, il y a des exemples, alors, Woody Allen qui fait quand même de temps en temps des incursions dans des domaines qui ne sont pas du tout le sien, ou peut-être Wim Wenders. Et donc ça, c'est vrai que si on prend le cas de David Bowie, il a connu des périodes de grands creux, alors que c'est pourtant un vrai créatif. Ouais, mais ça c'est vrai de tous les créateurs. Hein. Quand vous prenez les grands réalisateurs, il y a des périodes de creux qui sont soit des périodes personnelles où il y a un manque d'inspiration, soit des périodes, ce que je disais, de périodes aussi. C'est-à-dire que parfois ils sont victimes d'une époque où il y a moins de choses à dire. Donc c'est plein de choses en fait, ça. Mais c'est vrai que moi j'aime bien, quand je regarde les différents types de réalisateurs, je préfère les gens comme Kubrick qui vont faire un film différent à chaque fois et qu'il peut faire Barry Lyndon, 2001 l'Odyssée de l'espace et Orange Mécanique et Eyes Wide Shut, où c'est compliqué d'aller voir c'est quoi le style de Kubrick alors qu'il y a vraiment un style Kubrick. C'est-à-dire que moi je vois comment il filme, et il filme pareil Barry Lyndon et 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est-à-dire que quand on est réalisateur, on voit pourquoi c'est pareil. Et que quelqu'un comme Romer, où j'ai l'impression que il y a un système et qu'il y a un moment, moi j'arrive pas à suivre parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà vu et que je trouve qu'il y a un truc qui est pas aussi vif que chez Kubrick, quoi. Une nouvelle question. Oui, donc vous disiez tout à l'heure que vous vouliez que ce soit Romain Duris qui joue spécifiquement dans L'Auberge espagnole. Je me demandais comment s'était passée votre première rencontre avec lui et qu'est-ce qui fait que vous êtes attaché particulièrement à cet acteur, qu'on le retrouve dans plusieurs de vos films.
Oui, je crois qu'on a travaillé 6 fois ensemble sur 10. Donc, alors ça a été un truc très évolutif. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontré sur Le Péril Jeune, bon, d'une part c'est une drôle d'histoire parce qu'il ne voulait pas être acteur, c'est-à-dire qu'on l'a un peu forcé. Vous verrez sur internet son casting où il voulait travailler, il voulait livrer des pizzas cet été-là et finalement on lui a dit non, viens sur Le Péril Jeune. Et donc ça c'est toujours une espèce de grande question de savoir s'il n'avait pas fait Le Péril Jeune, qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui. C'est une drôle de question pour nous deux. Et moi j'ai hésité sur Le Péril Jeune parce qu'il était très très timide. Moi je cherchais un leader, je cherchais quelqu'un qui allait être charismatique pour les autres lycéens dans le film Le Péril Jeune et que du coup je voulais que ce soit un chef de bande, quelqu'un qui fasse rêver les autres, comme ces gens dans le lycée. Enfin il y a toujours quelqu'un dans le lycée qui est un peu le rebelle, celui qui fait rêver. Et ce que j'aimais bien quand on a choisi avec Bruno Lévy qui faisait le casting, on a choisi Romain, on se disait ce qui est bien, c'est qu'il peut être leader sans être casse-couille. Souvent, le leader, il peut être casse-couille parce qu'il essaye de commander. Lui, il essaye pas de commander et les gens suivent parce qu'il a un espèce de truc magnétique qui fait qu'il est plus moderne, plus devant et que tout le monde rêve sur lui, que ce soit les filles ou les garçons. Et donc Romain, il avait ça. On voulait prendre ça chez lui. Mais par contre, il était très timide et il fallait un peu le pousser. Ce qui a beaucoup aidé, c'était Vincent Elbaz. C'est-à-dire que j'ai vu que quand il était à côté de Vincent, il était plus à l'aise. Et que du coup, j'ai pris Romain parce qu'il y avait Vincent Elbaz à côté. Donc c'était leur premier film à eux deux. Mais Vincent, il avait directement ce truc d'acteur. Il était dans une école d'acteurs. Il avait un truc qui était très, très acteur italien, je dirais. Enfin, il avait un truc comme ça de verve. Et c'était un truc qui faisait beaucoup rire Romain et qui lui filait la pêche, quoi. Donc du coup, c'était vraiment l'association, même pas que Vincent Elbaz, mais c'était l'association des 4 garçons. Je voyais qu'ensemble, ils avaient un bon groupe, quoi. Donc j'avais déjà pigé au moment de ce casting-là qu'on ne choisit pas un acteur, quand on choisit un couple, il faut choisir 2 acteurs, il ne faut pas choisir un puis l'autre. Donc voilà, il y a une espèce de truc qui fonctionnait bien. Le truc, c'est que moi, à cette époque-là, il avait 19 ans, moi j'en avais 30. Ensuite, j'ai fait Chacun cherche son chat où je lui ai demandé de faire un petit rôle et j'ai vu qu'il y avait un truc qui nous faisait marrer. Mais c'est vrai que sur Le Péril Jeune, il avait 19 ans, il était super timide et on se parlait pas. C'est-à-dire que je lui ai presque pas parlé sur Le Péril Jeune. Il y avait vraiment le truc où j'avais l'impression d'être un vieux à côté de lui et que il me parlait pas. Il avait l'impression, il a mis du temps à pas me vouvoyer. Enfin, il y avait un rapport extrêmement distant, quoi. C'est-à-dire que lui était lycéen et moi j'étais une espèce de grande personne. Donc il y avait un truc très très distant. Ça s'est un peu amélioré sur Chacun cherche son chat. Le moment où on est devenu complice, c'était sur Peut-être, où là il a été héros du film. Il a joué en face de Belmondo. C'était la première fois où je lui offrais vraiment un rôle de jeune premier, quoi, beaucoup plus que sur Le Péril Jeune. Et où là, le tournage de Peut-être, c'est un tournage qui, sans doute, parmi tous les films que j'ai fait, qui était le plus marquant. C'est-à-dire que c'est un vrai film. Il y avait des décors, il y avait un truc d'aventure. On a vécu une aventure, disons, en faisant ce film. Et où là, ça a scellé quelque chose où vraiment on était obligé de se parler avec Romain. C'était un peu... Puis bon, je ne sais pas quel âge il avait, il devait avoir 25 ans. Il y avait moins de... Moi, je devais en avoir 36. Il y avait moins de décalage entre nous. C'est-à-dire qu'il avait déjà fait d'autres films avec d'autres réalisateurs. Il y avait toute une chose qui faisait que ça évoluait. Le moment où il dit que lui, il décide de devenir acteur, parce qu'il n'était pas sûr de devenir acteur encore à ce moment-là, c'est quand il fait L'Auberge espagnole, où il dit « Ok, je vais être acteur et ça va être mon métier ». Et quand on fait la préparation de L'Auberge espagnole, je vois à quel point il n'est pas du tout dans la même attitude que dans les films précédents. Et là, c'est un métier pour lui. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a un personnage à inventer. Xavier, c'est pas du tout lui. Il y a son look, sa façon d'être. Il invente une façon d'être et que c'est là où lui décide d'être acteur. Et derrière, il fait Arsène Lupin, il travaille avec Jacques Audiard sur De battre mon cœur s'est arrêté. Et puis, au fur et à mesure des films, ensuite, quand on fait Les Poupées Russes, quand on fait Paris, là, disons que sur les Poupées Russes et Paris, on a un rapport de complicité que moi maintenant je peux plus avoir avec personne. C'est-à-dire que même avec Karine Viard, avec qui j'ai fait 3 films, ou Vincent Elbaz, ou d'autres gens avec qui j'ai beaucoup travaillé, le rapport que j'ai avec Romain, il est bizarre parce que, alors comme dans le premier film, on se parle plus beaucoup, mais on se parle plus beaucoup parce qu'on se comprend. C'est-à-dire que je dis un mot, il finit la phrase, il sait exactement ce que je vais dire. C'est-à-dire que
il y a tout le vécu qu'on a ensemble, de pas seulement avoir fait des films, mais on a vécu plein de moments ensemble, donc on sait ce qu'on aime, on sait comment, enfin, on a des trucs qui nous font rire tous les deux. Enfin, donc il y a un truc qui fait que je pense que ce qui se passait avant chez Scorsese, entre De Niro et Scorsese, ce qui se passait entre Truffaut et Jean-Pierre Léaud, ou ce qu'on voit dans les couples de réalisateurs-acteurs entre Tim Burton et Johnny Depp, enfin, il y a beaucoup ça à travers le monde de couples comme ça, de tandem. Je pense que c'est toujours la même chose que chez Fellini et Mastroianni. Moi, j'adore leur couple. Il y a quelque chose qui fait que Fellini sans Mastroianni, il est moins bon, et que Mastroianni sans Fellini, il est moins bon. Il y a un truc comme ça qui fait qu'il y a une émulation. Moi, j'aime bien ça, ces espèces de tandems qui sont issus de complicité. Donc j'ai l'impression que là, ce qui se passe entre nous deux, c'est ça, c'est qu'on utilise chacun une espèce de complicité qui nous aide, quoi. Alors, d'autres questions? Bonsoir. Alors moi j'ai 2 questions, je ne sais pas si je vais pouvoir abuser, mais en tout cas je commence par la première. On disait tout à l'heure qu'à Audencia on formait des managers responsables. Il n'empêche qu'à Audencia on forme aussi des traders. Et selon vous, quel impact a eu Ma part du gâteau sur les futurs traders qui se trouvent dans cette salle? C'est à vous de me répondre. J'en sais rien, je serais curieux d'ailleurs d'avoir votre avis. Je crois aucun, malheureusement, parce que je pense que ce qui a dénoncé dans le monde de la finance, malheureusement, est très difficile à faire bouger. Que même moi, alors que ça me fait plaisir d'entendre ce que Hollande a dit, je pense qu'il n'y arrivera pas. Je pense que la solution nationale n'est pas une solution. Je pense qu'effectivement, c'est un problème international et c'est un problème de commerce. Et c'est difficile de faire entrer la politique dans le commerce. Donc, je ne sais pas comment on peut résoudre le truc. Et donc, j'imagine que pour vous, si vous vous destinez à cette carrière-là, c'est difficile de savoir comment faire évoluer les choses. Par contre, j'insiste sur ce truc de responsabilité. C'est que la seule chose peut-être, c'est que, enfin j'espère en tout cas, que ça aide à réfléchir sur le fait qu'un acte a des conséquences. Et que oui, moi, il y a des gens qui me montraient, voilà, je suis en train de faire la transaction, je suis en train de vendre 500 millions d'euros et j'achète des actions machin. Et voilà, il y a un truc qui est très très sorti d'une réalité, parce qu'on clique vraiment, enfin je veux dire, les gens cliquent sur un truc. Ou alors on utilise des outils informatiques qui cliquent pour vous d'une certaine façon, c'est-à-dire qui correspondent à une courbe et ils répondent à une courbe et tout ça. Et que ça, moi, j'espère que le film dit attention à la virtualisation de ce métier. Il n'y a pas de raison qu'un robot fasse ce genre de décision, parce qu'au bout du compte, il n'y a pas que le problème des Madoff et des Kerviel où on voit que c'est une dérive humaine négative. Il y a aussi des dérives humaines qui sont liées vraiment à un problème de responsabilité. Donc j'espère en tout cas que ce film fait réfléchir sur ça, sur le fait que tout ça, c'est pas juste de la finance. On se dit on a créé un produit dérivé super sophistiqué qui va faire gagner vachement d'argent, machin. Il y a une conséquence humaine, donc il faut toujours réfléchir à cette conséquence humaine. Moi j'essaye de dire que ça finalement dans le film. D'accord. Je peux poser la deuxième question pendant que Oui, bien sûr. Allez-y. C'était par rapport à Vincent Cassel pour Ma part du gâteau. Il me semble que c'était l'acteur qui avait été choisi pour jouer le rôle de Stéphane, je crois. Stéphane. Stéphane. Et vous disiez tout à l'heure que un réalisateur, un producteur, un réalisateur surtout, tombe vite dans le piège qu'il a commencé en réalisant 2-3 films qui ont marché sur le même principe. En voulant choisir Vincent Cassel comme méchant, est-ce que vous ne pensez pas aussi que les réalisateurs, les producteurs enferment les acteurs dans un rôle qui est toujours le même? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, non, je comprends votre question. Le problème, c'est que moi, évidemment, je m'étais posé la question de si je demandais à Romain de jouer ce rôle. D'une part, alors c'était une façon de moi de me faire réagir, de me dire je ne vais pas prendre pour la 7e fois Romain, je vais essayer de travailler avec quelqu'un d'autre. J'avais besoin de ça, moi. Donc c'était une façon de me réveiller, moi, par rapport à la complicité que j'avais avec Romain. Et
D'autre part, alors c'est vrai que Romain, même si je trouve que ce qu'il a fait dans De battre mon cœur, il a un personnage de méchant et un truc qui est assez... Enfin voilà, il y a un truc crade dans son personnage que j'aime vachement. J'avais pas envie de lui faire jouer ça dans ce film-là. Et que par contre, alors si vous êtes en train de choisir quelqu'un qui va jouer le personnage de Stéphane, c'est très difficile de trouver la personne qui aura cette espèce de méchanceté inconsciente, parce que c'est ça que j'adore dans ce que Gilles fait dans le personnage, c'est que lui, il se rend pas compte de ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il y a une inconscience. Il rigole quand il dit « Ah, c'est incroyable que vous ayez travaillé à la Cifranor, c'est la boîte que j'ai dézinguée. » Il se rend même pas compte de ce que ça veut dire sa phrase, quoi. Et nous, on rit du fait que c'est atroce. Mais donc, moi, j'avais besoin de quelqu'un qui peut incarner ça. Je peux pas le demander à... Je crois pas que je puisse le demander à José Garcia ou à des gens qui sont, malgré eux, charismatiques, sympathiques. Il y a... Voilà, donc quand on choisit un acteur, il y a forcément des choses qu'on va chercher dans ce qu'ils sont, parce que c'est pas un truc qu'il est Vincent Cassel comme ça, ou Gilles Lelouch. Moi, ce qui me plaît dans Gilles Lelouch, dans sa façon d'incarner le personnage, c'est qu'il peut rire de ce qu'il incarne. Et que, du coup, ça crée du comique. Ça aurait été très différent avec Vincent Cassel, mais ça, c'est un mystère de savoir à quel point ça aurait été différent avec Vincent Cassel. Et par rapport à votre question, je ne sais pas si ça aurait été plus prévisible ou cliché, je ne sais pas. Ça, c'est un mystère. Ok, merci. Ah, on a une question au premier rang et après une derrière là-bas. Alors moi, quand on voit le film L'Auberge espagnole, on voit bien l'impact en fait que votre film a eu sur les jeunes en termes de mobilité internationale. Et du coup, à travers cet exemple, on se rend bien compte du pouvoir du cinéma sur la société. Et je voulais savoir si quand vous écrivez vos films, il n'y a pas une envie chez vous de vouloir en fait modifier quelque chose dans la société qui vous déplaît à travers le cinéma. J'ai toujours voulu le faire. J'ai à un moment pensé que c'était impossible que le cinéma ait cet impact-là, parce que j'avais entendu dire quelqu'un, il avait dit quelque chose de très juste. Il avait dit la littérature a pu modifier l'histoire. Marx, quand il écrit Le Capital, enfin c'est pas de la littérature, mais en tout cas c'est l'écrit. Oui, ça a un impact sur la vie des gens et sur la façon de penser et tout ça. Et donc, il y a plein d'écrits qui ont eu un impact sur la vie des gens. Il n'y a pas beaucoup de films qui ont un impact sur la vie des gens. Si vous essayez de vous dire c'est quoi les films qui changent le destin de quelqu'un, il n'y a pas beaucoup, quoi. Et donc, j'avoue que j'ai été assez surpris quand des gens systématiquement venaient me dire, vous savez, c'est à cause de vous que je suis parti, pas forcément en Europe, mais à Hong Kong ou en Écosse ou à Barcelone, que j'ai vu que donc les chiffres avaient doublé l'année d'après, enfin, j'en ai parlé avec des gens d'Erasmus, de la communauté européenne. Enfin, il y a un moment, j'ai bien vu que le film avait un impact vraiment, qu'il y a... quelques années plus tard, j'ai vu des députés européens qui sont venus me voir. Il y avait une Italienne qui avait épousé un Suédois qui m'a dit, vous savez, j'ai épousé mon mari à cause de votre film, parce que moi c'est bizarre quand on est réalisateur et qu'on se dit, voilà, je suis un peu responsable du fait que cette femme a rencontré ce monsieur et qu'il travaille maintenant à la communauté européenne. C'est étrange, ça, d'avoir un impact comme ça sur la vie des gens. Donc, je ne sais pas si je peux en avoir un autre, mais c'est une espèce de grande fierté d'avoir eu ça, quoi. Parce que l'autre truc qui m'a beaucoup ému, c'est un des trucs qui m'a le plus ému dans ma carrière de réalisateur, c'est que le jour où j'étais à la communauté européenne, je suis tombé sur la personne qui a rédigé le projet Erasmus. C'est quelqu'un avec Jacques Delors. En fait, je crois que c'est une idée de Jacques Delors, en fait, le projet Erasmus. Et personne n'en voulait. Ce monsieur qui a donc rédigé pendant des longues années le projet me disait qu'à chaque fois, Jacques Delors, et donc ils étaient 5-6 à essayer de vendre le truc à tous les pays européens. Et les gens allemands, scandinaves disaient non, ça va favoriser la fuite des cerveaux. Et donc tous les pays européens étaient contre, de la même façon que les pays européens actuellement sont contre élargir le truc à soit le monde en entier, même s'il y a Erasmus Mundus et s'il y a ce projet du Maghreb là, en ce moment. Mais ça leur fait peur, quoi. Les transits de cerveau, ça fait peur.
Et donc c'est vraiment le combat de Jacques Delors et de ces quelques personnes, je crois qu'ils sont vraiment une dizaine à avoir essayé de vendre le projet pays par pays. Finalement, ils ont convaincu les gens, puis ça existait. Et ce type-là m'a dit, je n'ai jamais pleuré dans un film. Et quand j'ai vu votre film, ça m'a fait pleurer parce que quand on est quelqu'un qui rédige des trucs, on se dit ça sert à rien, année après année, parce que quand je vous parle de ça, je pense que se sont battus pendant 5 ans, ou plus, peut-être 10, et que le type se dit, voilà, je suis dans un bureau, dans le placard que je décris à la fin de l'Auberge espagnole, où le type se dit, ça ne sert à rien ce que je fais. Et moi, je suis super content qu'il ait vu que ça avait servi à quelque chose. C'est-à-dire qu'effectivement, du coup, il faut croire à ce travail de fourmi quand on fait de la politique, parce que c'est vraiment un travail de fourmi, on a l'impression que ça ne sert à rien. Mais au bout du compte, ce monsieur a changé la vie des gens. Enfin, c'est vrai. Donc, je trouve que ça, c'est... Enfin, moi, ça me touche vachement que ce truc où le mec, il est vraiment... Ouais, enfin, il se sent, lui, comme une fourmi qui ne sert à rien. Et en voyant le film, il dit, voilà, c'est incroyable d'avoir... pu changer la vie des gens parce qu'il y a ce programme Erasmus qui existe, quoi. Donc le cinéma, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai l'impression que Steve Enders qui disait ça, en changeant les images du monde, on peut changer le monde. C'est une phrase un peu prétentieuse, mais j'y crois un peu quand même, ouais. Bonsoir. Je continue. On a décrit votre parcours tout à l'heure, mais surtout votre parcours d'études, en fait. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a nourri votre imaginaire et qui a fait que vous êtes... Est-ce qu'il y a des œuvres particulièrement, que ce soit des œuvres cinématographiques ou d'autres, qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui en tant qu'auteur, réalisateur ? Il y a beaucoup de choses, en fait, parce que finalement, quand je disais que les 2 années que j'ai passées à la fac à regarder des films, je vois à quel point ça me nourrit beaucoup. Quand je disais que j'ai fait Ni pour ni contre en référence au cinéma, au film noir des années 40, voilà, c'est plein de films que j'ai vus. Moi, il y a des réalisateurs qui m'ont marqué quand moi j'avais 15 ans. Je m'aperçois que c'est encore les mêmes, finalement. Fellini, Forman, Kurosawa, Hitchcock, Scorsese, Woody Allen, c'est des gens qui m'ont profondément marqué à des niveaux différents, parce qu'il n'y a pas grand rapport entre Scorsese et Woody Allen, même si ils sont très new-yorkais tous les deux. Il n'y a pas grand rapport entre Kurosawa et Fellini, mais voilà, suivant les films, on va piocher chez les autres, puis c'est ce qu'on appelle la culture générale. Là, quand moi j'ai écrit l'Auberge espagnole, par exemple, ce que j'avais en tête, je vous ai dit, voilà, j'ai utilisé des choses de la télé, des émissions de télé, mais il y avait aussi Goscinny, le langage d'Astérix, ou le langage du petit Nicolas, par exemple. La façon, comment Goscinny écrit un faux langage d'enfant. Quand j'écris la voix off de Xavier dans l'Auberge espagnole, je me réfère à ce que fait Goscinny. J'invente un faux langage de jeune qui ne sait pas s'exprimer. Et donc je joue avec ça, le fait que la voix off, au lieu d'avoir un côté très doctoral et bien posé comme souvent, enfin, par exemple chez Truffaut, les voix off de Truffaut dans Jules et Jim ou dans des films comme ça, il y a quelque chose de littéraire. Là, volontairement, je parle super parlé. Donc je joue à ça, et je me réfère vraiment au petit Nicolas. Je me dis, tiens, c'est drôle d'inventer un langage, ou même à Céline, dans Céline, quand il fait de la littérature avec du langage parlé, je me dis, il y a une façon d'écrire où il faut libérer les choses, et puis que du coup, ça crée une modernité, ou ça crée une rapidité qui permettent d'inventer des images nouvelles. Et donc c'est... Voilà... Je crois beaucoup à cette histoire de culture générale. Donc c'est pas vraiment un auteur ou même une dizaine de personnes. C'est le fait que quand on réalise des films, on est obligé de se référer à la tragédie grecque, à la comédie classique, encore une fois dans l'Auberge espagnole, à la fin, quand il y a une scène qui est un peu du théâtre de boulevard. Moi, je me réfère à un genre qui est vraiment le théâtre de boulevard, c'est-à-dire que quand il y a le copain de l'anglaise qui arrive de Londres et que tout le monde doit l'aider et qu'elle se planque et finalement c'est son frère qui prend la place dans le lit, c'est du grand boulevard, quoi. Donc j'essaye de mélanger les genres et c'est parce que j'ai vu d'autres choses que j'arrive à écrire cette chose-là. Donc
Je dis ça parce que très souvent, quand on est étudiant et qu'on se dit ça ne sert à rien de lire Corneille ou ça ne sert à rien de lire ça, vraiment, moi je sais que je me bats avec mes enfants quand ils me disent mais pourquoi il faut aller voir tel film parce qu'ils n'ont pas envie, qu'il faut un peu pousser un enfant à aller voir Chaplin ou aller voir Ozu ou aller voir des choses qu'ils n'ont pas envie de voir. Et puis forcément, parce qu'on a vu ça, finalement, c'est aussi parce qu'on est nourri par toutes ces choses bizarres qui vous paraissent bizarres quand on les étudie. Voilà, les Fables de La Fontaine, personne n'a vraiment envie de les lire. Puis après, on s'aperçoit que c'est génial. Et c'est parce qu'on vous a forcé à aller les lire que du coup, après, ça vous fait réfléchir différemment. Donc, je crois beaucoup à cette histoire de culture générale, quoi. Donc, je pousse beaucoup les étudiants à se pousser à être curieux, à aller voir des pièces de théâtre qu'ils n'ont pas envie de voir, à voir des ballets, à aller voir des expositions de photos, de pousser leur imaginaire parce que ça sert, oui, ça sert. On a une question juste derrière. Si on peut faire passer le micro. Voilà. Le monsieur avec le polo vert. Bon. Alors, oui. Bonsoir. Vous disiez justement à l'instant qu'il fallait pousser les étudiants, les jeunes et les gens à se documenter, à avoir de la culture générale, etc. Est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à adapter au cinéma une œuvre littéraire qui vous a marqué ? Oui. Et d'ailleurs, il y a un projet que je devais faire, que j'ai abandonné, que je vais peut-être reprendre. Je vais peut-être adapter un roman de Boris Vian qui s'appelle « Et on tuera tous les affreux ». Et je l'avais laissé tomber, j'avais acheté les droits, tout ça, je devais le faire. Et puis c'était trop cher, tout ça c'était trop compliqué, donc finalement j'ai abandonné le projet. Et là on vient de me proposer de le faire en animation, ce qui du coup me pose des grandes questions de savoir s'il faut que je le fasse ou pas. Mais c'est vrai que j'ai travaillé plus de 6 mois sur le scénario, l'adaptation du roman et tout ça. Donc je suis en train de me poser la question si je vais le faire. Donc ça c'est un des projets qui risque d'exister. Et sinon oui, j'aimerais vachement, j'ai souvent eu envie d'adapter des romans, parce que c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une bonne façon pour moi de relancer l'inspiration. C'est-à-dire que ça peut être bien pour moi à un moment de prendre un roman chez des gens que j'aime bien et d'essayer de me dire voilà, qu'est-ce que je ferais moi si j'utilisais ce texte que je n'ai pas écrit, quoi. Bonsoir. Juste pour revenir sur la culture générale, donc vous dites, vous incitez vos enfants, tout le monde à en avoir, et vous dites que ça permet de penser différemment, en fait. Ouais. Et si on pousse cette idée-là, en fait, ça sert à quoi de penser différemment pour vous ? Voilà une vraie question. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de pensée unique, c'est un peu une espèce de tarte à la crème, parce que vous avez autant un Éric Zemmour qui va dire ça à chaque phrase, que les contradicteurs de Éric Zemmour, c'est-à-dire que la pensée unique, ça a l'air d'être le truc qui fait fuir tout le monde. Et c'est vrai, parce que d'une certaine façon, ça veut dire la bêtise. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si les fascistes brûlent les livres. C'est-à-dire que, en général, l'idée de la culture générale et le fait de se dire, voilà, il y a des gens qui ont pensé différemment à travers les siècles et que c'est intéressant de lire ce qu'a écrit Eschyle et ce qu'a écrit Goscinny, et de se dire c'est intéressant de passer d'un truc à l'autre et d'avoir une culture, c'est qu'on se forge son opinion d'une façon différente, et que quand ensuite il y a des débats sociaux sur est-ce que c'est une chance d'accueillir les étrangers ou est-ce qu'il faut faire partir les étrangers, ceux qui lisent le moins de livres disent qu'il faut faire partir les étrangers, ceux qui lisent le plus de livres disent que c'est plutôt bien de faire venir les étrangers. Moi, je pense sincèrement que ça fait penser différemment. Donc, penser différemment, c'est ça. Puis après, si vous voulez, quand moi, en étant réalisateur, je l'applique à ce que je fais, c'est que au début, les gens qui vont financer mon film par rapport à ma part du gâteau, par rapport à l'Auberge espagnole, quand je donne le scénario à des gens, ils me disent mais ça va intéresser qui, ces étudiants? Là, il vient d'y avoir un film sur des étudiants qui utilisent
la carte jeune à travers l'Europe et ça n'a pas du tout marché, donc c'est pas la peine de refaire un film sur des étudiants avec l'Europe et tout ça. Vu qu'il y a un film qui vient d'être fait là-dessus, c'est pas la peine d'en faire un autre. Et puis, sur ma part du gâteau, on me disait, est-ce que c'est bien de rire d'un truc qui est pas drôle ? Donc moi, heureusement, je dis, Chaplin, il prend un orphelin et cet orphelin vit avec un SDF et ça nous fait rire et c'est bien de rire de ça. Donc moi, ma culture générale, c'est que ça permet de dévier le fait que, en général, par rapport aux gens qui financent le cinéma, il y a un truc qui, en général, utilise une pensée qui est assez restrictive, qui pense beaucoup par case, et que, heureusement, que vous avez des exemples qui déjouent un peu des pensées uniques ou des systèmes de pensée un peu par case, parce que c'est ça qui fait que vous faites vos films, parce que sinon, vous ne les faites pas. Et donc, c'est vrai que quand il y a la guerre est déclarée, si vous allez voir un producteur et que vous dites, voilà, je vais faire un film sur un enfant qui a 1 an et qui a une leucémie, enfin, qui a même pas 1 an, d'ailleurs, qui a 6 mois, et il a un gros cancer et c'est atroce, personne ne va vous dire je vais vous donner de l'argent. Heureusement que la réalisatrice se bat pour faire exister son film. C'est cette question-là, c'est ça penser différemment. Et c'est ça la création. La création, c'est que ça. Parce qu'après, c'est le film dont on parle. Pareil sur Intouchable, faire un film sur un handicapé avec un type de banlieue, voilà, un type qui fait un film muet en noir et blanc, c'est bizarrement tous les films qui ont marché cette année, c'est que les films que les gens voulaient pas faire. Et c'est souvent un peu comme ça. Alors le micro a trouvé son polo vert, donc on va prendre une dernière question, ou une avant-dernière, s'il y a quelqu'un qui voudra encore poser une question. Allez-y. Bonsoir. Alors vous avez dit que vous regardiez 5 films par jour quand vous étiez étudiant. On a parlé aussi de la démocratisation du film, donc des personnes qui n'ont pas eu forcément la même culture générale que vous, qui puissent faire des films. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque d'abord là ? Et est-ce que vous regardiez toujours autant de films aujourd'hui en tant que réalisateur très connu ? Non, j'en regarde moins. C'est vraiment une période où j'en ai vu beaucoup. Il y a eu un truc bizarre. Moi, j'étais étudiant en cinéma. La cassette VHS venait d'être inventée. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de privilège. On se disait, c'est incroyable, on peut regarder un film chez soi. Enfin, hormis les films qui passaient à la télévision. Et je crois que vous vous rendez pas compte la chance que vous avez d'avoir Mega Upload et d'avoir les DVD. Mais c'est vrai qu'il y a un accès à la culture, même si je peux le déplorer par ailleurs, qui est génial, quoi, qui est incroyable et qui fait que c'est un phénomène à double tranchant Internet, parce que moi j'ai souvent dit que ça ouvrait des fenêtres, parce que c'était un peu le truc de dire oui, il y a vachement de fenêtres de diffusion qui sont créées aujourd'hui. Moi j'ai souvent dit que ça fermait des portes, l'ouverture des fenêtres. C'est-à-dire que quand on crée Internet, bizarrement, ceux qui en bénéficient, c'est Titanic, Harry Potter et les films qui n'ont pas besoin finalement d'être diffusés parce qu'ils sont surdiffusés déjà. Et donc c'est très pervers ce truc de dire oui, c'est incroyable parce que Internet ouvre la culture à tous. Il y a les deux à la fois. À la fois le type qui est dingue de cinéma érotique des années 50 au Japon, il va dire ouais, c'est incroyable parce que ça m'a permis de voir 100 films de cette période-là, parce qu'il va aller les chercher, il va les trouver. Donc ça pousse le contenu ultra spécialisé et ça pousse le truc de masse. Et ça pousse pas complètement la culture générale. C'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire que le fait qu'il y a un truc qui fait qu'on se dit tiens, ça serait bien de voir un Hitchcock de temps en temps, ça serait bien de voir Bergman, voilà, de connaître des gens que le marketing ne vous dit pas de connaître. Donc c'est là-dessus où moi je trouve qu'il y a un travail à faire et où il y a vraiment la question de la culture générale. Il y a des trucs qui sont plus marrants à regarder que d'autres, quoi. C'est vrai que Corneille, c'est moins marrant à lire que Molière. Enfin, et donc à chaque époque, il y a des trucs comme ça où il y a besoin d'un petit coup de pouce pour aller voir un truc qui quand même est intéressant et qui n'est pas évident. Donc, je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question en disant ça, mais c'est vrai que à la fois il y a plus d'accès à la culture aujourd'hui, mais il y a peut-être moins d'engouement à le faire. C'est ça que je trouve un peu bizarre aujourd'hui. Une toute dernière question.
Donc, je voulais vous demander, les poupées russes, est-ce que vous considérez que les poupées russes, c'est davantage une suite de l'auberge espagnole ou bien davantage un prétexte en fait pour brosser le portrait de cette génération de trentenaires en proie avec une vie chaotique et cette vie qui leur glisse un peu entre les mains? Je me suis toujours posé cette question-là en fait par rapport aux poupées russes en fait. Alors, je me pose la même question sur le film que je suis en train d'écrire, parce que donc, dans le prochain épisode, ils ont 40 ans et ils en avaient 30 dans les poupées russes. C'est une suite, bien sûr, puisque c'est le même personnage, et il avait 25 ans dans l'auberge espagnole, il en a 30 dans les poupées russes. Pour moi, les poupées russes, l'intérêt du film, c'est un film sur l'amour. Et sur l'amour à cette époque-là. C'est-à-dire que je trouve que autant... Voilà, être étudiant avec Erasmus dans l'auberge espagnole, c'est pas comme être étudiant 5 ans plus tôt sans Erasmus. Autant être amoureux, et c'est pour ça que c'est un truc générationnel, c'est que je trouve que c'est une génération où on a le problème de la liberté. Et qu'on a le droit de vivre avec qui on veut, on a le droit d'être homo, pas homo. Il y a une espèce de grande liberté, en tout cas en France aujourd'hui, et que c'est difficile d'être libre. Donc je parle de ça en fait, sur le fait que c'est difficile du coup de choisir et que à 30 ans, il faut choisir une voie à la fois professionnelle et une voie où on se dit il faut fermer des portes. C'est-à-dire que je trouve ça très juste le titre de Pascal Ferrand sur son film sur les étudiants qui s'appelle L'âge des possibles. 20 ans, c'est l'âge des possibles. Et donc, à 25 ans, Xavier, il expérimente les possibles. Voilà, il change de copine, il pense être économiste, finalement, il va faire autre chose. Il y a une espèce de truc où il ouvre des portes, quoi. À 30 ans, il se dit, il faut que j'arrête d'ouvrir des portes, il faut que j'enferme, il faut que je vive avec une personne, il faut que j'ai un travail. Et donc, finalement, il choisit une voie, quoi. Donc, j'ai l'impression que ce que je raconte dans les poupées russes, c'est ça. Et puis, à 40 ans, vous verrez le résultat dans un an. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que avoir 40 ans aujourd'hui, c'est pas comme avoir 40 ans il y a 10 ans. Donc, j'essaye de parler de ça. Et puis que du coup en parlant d'un personnage, je parle du monde dans lequel on vit. Donc oui, je parle des trentenaires parce que Xavier est représentatif des trentenaires qui vivent cette génération-là et qui du coup savent pas complètement se situer. On a parlé des adolescents, en parlant des adultes qui sont un peu encore adolescents. C'est vrai que c'est quelque chose qui caractérise la nouvelle génération. Et donc je réponds un peu sur les deux choses sur le film. Là, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant dans le fait de faire cette suite. Et c'est pour ça que j'en fais un troisième volet. C'est que c'est pas courant de suivre un destin. Et donc là, moi, ça me pose plein de questions de savoir qu'est-ce que devient Isabelle, qu'est-ce que devient Martine, le personnage d'Audrey Tautou, qu'est-ce que devient Xavier. C'est des questions qui sont au-delà de leur personnage. C'est vraiment des questions sur l'époque, sur la société, sur la mondialisation, sur plein de trucs, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant quand on écrit une histoire, c'est que on prend une petite boîte et forcément cette boîte elle est représentative du monde en entier. Donc moi quand je fais un air de famille, ce qui se passe dans ce café-là, c'est représentatif de toutes les familles, de la France, de la société en général. Quand je prends l'auberge espagnole, je prends un appartement à Barcelone et il est représentatif de toute l'Europe. Donc ce qui est intéressant pour moi, c'est ce passage d'échelle entre quand on prend un individu et qu'on parle du monde entier et qu'on se dit voilà, ce qui est vrai pour un est vrai pour beaucoup. C'est pratiquement ce qui m'intéresse le plus dans le cinéma, c'est de se dire le système des poupées russes, quoi, des boîtes qui s'emboîtent et où on parle d'une petite chose et on parle de grandes choses en même temps, quoi. Merci Cédric Lapiche. Merci à vous.
Merci aussi aux étudiants de l'association Iségoria. Merci à Fred et à Axel pour la logistique. Et on aura une pensée particulière pour Lucille, qui, comme le soulignait Pierre-Baptiste, vous a invité. Voilà, donc merci à sa persévérance. Ouais. Et puis donc on vous souhaite à tout le public une bonne soirée et on vous dit rendez-vous la prochaine fois.